Live, Xavier. Ok. Bon, c'est encore les aléas du direct, je gère pas complètement le... Les auditeurs comprendront. Ouais. Alors, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Salut à tous. Ça fait plaisir de vous retrouver. Moi, ça fait un petit bout de temps que j'avais pas fait de... Est-ce que vous Clairement. m'entendez là correctement? On va vérifier On a juste. du son. Ouais, Bankster Cop dit que c'est bien. Donc, parfait. Alors, est-ce que vous pouvez juste nous valider? Pas d'écho? Très bien. Pas Bon, bah d'écho. super. Premier bien. coup. Ça fait plaisir. Bon, bah ravi de t'accueillir, Xavier, ce soir. Bah, C'est un merci plaisir à de te toi, retrouver dans mon bureau. merci à toi de m'accueillir sur la chaîne WeBourse. Et bah voilà, pour une première, moi ça fait quelques mois que j'avais pas fait d'émission. Je crois que la dernière c'était en début d'année, juste avant qu'on ait le décrochage des marchés. On faisait un petit point justement sur la situation. Ok. Qu'est-ce que je faisais, quelle était ma stratégie dans le moment. Et du coup, on va pouvoir faire le point sur ce que tu fais toi, ce que je fais moi, comparer un petit peu Ouais. les approches, ok. Ah bah il y a Christophe, salut, Trend France, Hello, ça fait Christophe. plaisir. Tac, alors je vais vous montrer le plan. Donc d'abord, petit rappel, vous connaissez, rappel de l'AMF, ce n'est pas du conseil personnalisé, les performances passées, blablabla, vous connaissez la chanson. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Adrien Picot, je suis juriste en droit financier et je travaille dans la finance et le conseil financier. Et du coup, je suis en trading action depuis 2017. Bon, c'est pas très actif cette année pour la crypto, pardon. Pour les actions depuis 2019 et j'ai commencé les matières premières en fin d'année. Xavier, peut-être, on va te présenter déjà tout de suite pour ceux qui ne te connaissent pas. Ok. Si tu peux te décrire en 2-3 mots ton parcours. Ben alors moi, j'ai découvert les marchés financiers du coup en 2018 en fait. Ouais. Donc à l'époque, je travaillais dans un domaine complètement différent et ben j'ai tout simplement commencé à investir un petit peu une partie de mes premiers salaires quoi, petit à petit. Et puis je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui pouvait rapporter beaucoup d'argent et je me suis intéressé, je me suis pris passion et puis maintenant voilà, je suis là. Je fais des vidéos aussi sur YouTube pour Ouais, t'as Pépitor, ouais, pour ceux qui Exactement. connaissent, je pense. Je pense qu'il doit y en avoir d'ici qui m'ont déjà vu. Je partage beaucoup sur Twitter et voilà. Et puis avec Adrien, on se connaît aussi depuis un moment. On avait déjà discuté à l'époque. Ouais, c'est comme ça qu'on se rencontre beaucoup en fait, c'est par C'est ça, Twitter, l'un ouais. partage, après on commence à discuter. Voilà. En plus, on est de la même génération, donc il y a quand même pas mal de points communs. C'est ça, ouais, ouais, voilà. Moi j'ai 22 ans, t'en Ouais, as 26, j'en ai je crois. 26, ouais, 26, exactement. ok. Tout à fait. Voilà. Ce que je ferai, c'est qu'à la fin de l'émission, je mettrai un lien pour l'émission de Pépitor que tu fais chaque semaine et puis sur Ouais. ton compte Twitter, d'accord? Ouais, bah très bien. Comme ça, on fera un espèce de fil conducteur tout au long de l'émission et puis on en parlera. Ouais, puis même toi, t'étais déjà aussi intervenu plusieurs fois sur cette chez Ouais, Pépitor, hein. j'ai fait 4-5. C'est Denis Avec qui Denis, lance des carrières dans les marchés français. C'est ça. Alors, bonsoir Fess et salut Christophe, salut Adrien, bonsoir à tous. Salut tout le Alors voilà, grosso modo, le programme qu'on vous a concocté pour ce soir, un petit bilan de début d'année, parce que forcément, après, là, on est à la plus de le milieu de l'année, ça me fait C'est ça. bizarre de le dire, Ça c'est va passé vite. très très rapidement. Après, on parlera un petit peu stratégie, parce que nous, pour le coup, Évidemment. on a vraiment deux approches assez différentes, mais qui ont quand même pas mal de similitudes malgré tout. On comparera, est-ce que l'année 2022 est similaire à l'année 2020 ou est-ce qu'il y a un petit peu des différences? On parlera évidemment de la situation des marchés, comment on compte traverser l'été, parce que si on continue à cette allure, l'été devrait être assez chaud. Et enfin, on conclura avec un petit mot de la fin et puis le thème pour les prochaines émissions, ça te va? Et j'espère que tu participeras à d'autres. Bah bien sûr. Hein, Le avec premier plaisir, d'une série pourquoi pas, alors? Bon, Pourquoi génial. Alors, je te propose qu'on commence. Alors, peut-être un bilan de début d'année. Donc, l'idée, c'est que cette émission, elle sera un petit peu différente des précédentes que j'avais fait sur la chaîne. On va faire plus un dialogue, un peu Ok. un mix interview, approche de marché, avec nos petites approches humbles, chacun de notre côté. Et puis, on va discuter un Ok. peu pour donner des astuces pour ceux qui ont du mal dans la période, parce que je pense que 2022 est une année difficile pour les fonds d'investissement, pour les particuliers investisseurs, pour ceux qui sont traders. Alors, moi, je fais toujours la distinction entre trader et investisseur en Ouais. disant le trader, c'est celui qui regarde un graphique pour prendre Ouais. ses décisions. C'est complètement différent. Voilà. Tandis que l'investisseur, il se passe du graphique et il prend des données autres selon sa stratégie, avec des données financières, le secteur et compagnie. Du coup, voilà, on ne fera pas vraiment la distinction quand on en discute, mais il y a une différence fondamentale évidemment entre les deux. Et nous, on est plutôt forcément des analystes, des chartistes, comme on dit. Donc, on favorise plutôt l'analyse technique, c'est-à-dire que nos graphiques nous donnent les indications pour gagner sur les marchés. Voilà. C'est un peu résumé vulgairement, Oui, mais on va dire que oui, c'est... oui, ouais, c'est cohérent. Alors, il y a une petite particularité aussi. J'étais sur Pro Real Time, la version complète, et là je suis en train de migrer sur la version Crédit Agricole.
Or, sur la version Crédit Agricole, c'est ce que je te montrais la dernière fois, j'ai pas encore réussi à mettre les screeners. Ok. Du coup, bah, on va un petit peu jongler entre les deux plateformes là pour la présentation. Normalement, vous devez bien voir sous les yeux là les graphiques. Bon, là, c'est un peu sur mon portefeuille, mais on va regarder déjà peut-être par rapport à où est-ce qu'on en est depuis le début de l'année. Parce Ouais. qu'on a, bah alors déjà peut-être avant de faire un petit point, comment est-ce qu'on se connaît? Bah nous, on s'est rencontrés sur Twitter et depuis, depuis combien? Depuis début février que tu nous as rejoint. Début avril, c'est ça. Depuis début avril. Ça fait 3 mois, un peu plus Voilà. de 3 mois là. Xavier m'a rejoint, on est dans la même équipe d'analyse, on travaille pour une société qui s'appelle Panthéon Recherche, qui est une société d'édition financière. Et du coup, pour l'occasion, Xavier nous a rejoint dans le Chablais, donc en Haute-Savoie, et on vit pas très loin l'un de l'autre désormais. Ça. Et du coup, voilà, on travaille ensemble, et ça fait voilà, quelques mois qu'on a l'habitude de travailler ensemble, et du coup, ça va être plus facile aussi pour partager nos approches, parce qu'on a appris à se connaître aussi entre-temps, donc... Voilà, pour vous cadrer un petit peu et pourquoi Xavier se retrouve dans mon bureau aujourd'hui. Alors, comme on disait, peut-être pour parler du marché depuis le début de l'année, parce qu'on a un marché qui est quand même assez particulier. Alors déjà, C'est clair. qu'est-ce que tu peux dire, toi, déjà, sur le marché depuis le début de l'année, là, en particulier 2022? C'est très 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 lent, c'est très frustrant, il y a beaucoup de choses... en même temps, on a l'impression qu'il y a des excès, en même temps, ça n'en est pas, en même temps, il y a de l'incertitude, en même temps, on est capable de reprendre 5% en ligne droite, en même temps, voilà, c'est comment dire, il y a beaucoup de... L'actualité drive beaucoup les marchés financiers et souvent les mouvements sont très très rapides et c'est ce qui est très dur, à gérer parce que vous n'avez pas le bon point, c'est compliqué quoi, de gérer le trade derrière et de gérer éventuellement tout ce qui s'ensuit, les émotions parce que ça va très vite, mais ça va surtout très vite à la baisse quand ça part quoi. Ce qu'on disait, tu sais, on en parle depuis grosso modo là, le début de l'année, c'est qu'on était dans une tendance haussière qui était bien affirmée. Oui, là, clairement. vous le voyez. Alors, nous, on a toujours une distinction. Quelle est votre définition de la tendance haussière? C'est un peu comme le chasseur des inconnus, il y a la bonne tendance et la mauvaise tendance. Mais moi, c'est assez simple, c'est au-dessus de la MM200 journalière, comme la plupart des suiveurs de tendance, c'est haussier, en dessous, c'est baissier. C'est pas très très compliqué, c'est simple, mais ça permet en fait d'avoir une approche. Donc après, on peut faire aussi des plus bas de plus en plus haut, tu sais, on le dit toujours. Ouais, ça, c'est ce qu'on constate clairement en regardant le graphique. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui saute aux yeux pour quelqu'un qui a un minimum de bagages en analyse technique quoi. Après bon ça on se forme et puis mais c'est toujours très intéressant de remarquer ce genre de choses. Mais du coup ce qui est intéressant c'est de se dire que depuis fin février on n'est plus en tendance haussière par rapport à la définition qu'on vient de dire parce qu'on faisait des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut et puis d'un seul coup on a cassé un plus bas et désormais on ne parvient plus à faire des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Et tant qu'on ne reprend pas cette dynamique en cassant par exemple ici sur le CAC les 6600, on peut considérer qu'on est en tendance baissière de court terme, on peut dire ça comme ça? Ouais, moi je dirais même de court terme, moyen terme, parce que moi ce que j'utilise beaucoup plus que... Bon la MM200 journalière est un indicateur très intéressant, mais après moi je regarde beaucoup, je suis un peu plus court-termiste, on en parlera plus tard, et donc je regarde beaucoup plus les moyennes, on va dire 7, 20 et 50 en journalier, et que je regarde aussi en hebdomadaire. Et en fait, en hebdomadaire, on constate que, en données hebdo, on constate qu'on a les moyennes mobiles 7 et 20 qui sont clairement orientées à la baisse. Je vais les mettre sur le graphique en attendant. Ouais. Parce que moi, j'utilise la 20, la 7 pas du tout pour le coup. Ouais, moi j'ai été un peu... moi je suis un puriste, hein, c'est-à-dire vraiment été formé à ce qui se fait, à ce que j'ai l'impression de plus regarder, quoi. J'ai l'impression que tout le monde regarde la 7, la 20, la 50, la 200. Moi c'est ce que je regarde clairement. Bon là on voit un petit peu sur le graphique, on voit qu'elles sont clairement orientées à la baisse. Si tu veux prendre la main, je t'en prie. Et puis là, bon il n'y a pas les couleurs, mais c'est pas grave, je pense que vous arriverez à distinguer. Ah oui, les couleurs c'est toujours un problème, j'ai cru qu'elles étaient différentes. Je vais le faire. Parce que souvent justement moi je suis daltonien et là justement j'ai repris un petit peu mes configurations graphiques et c'est Xavier qui m'a aidé. Elles sont où les couleurs La couleur normalement c'est dans Uptrend et Downtrend. Et je crois que là si tu modifies... Si je mets rouge et noir ça va le faire. Ouais. Ça passe pas. Alors attends. Pas actualisé. Non. Bon c'est pas grave, sinon on va faire comme ça. Enfin, je veux dire, vous voyez clairement les deux moyennes mobiles sont baissières et en fait on a eu vraiment ce croisement là ici qui indiquait qu'après est parti, c'est vraiment parti en flèche avec la... Donc toi c'est ce signal en particulier qui t'a fait dire qu'on était en changement de tendance? Bon, je pense qu'il y a eu changement de tendance et technique et puis même fondamentalement parlant avec ce qui arrive en Ukraine et puis tout ce qui est ensuite arrivé dans la continuité de ce qui arrive en Ukraine. Donc
vraiment l'inflation qui a pris le dessus dans les médias, ces questions-là et tout, bon, on a clairement eu et le signal technique et puis après et le signal fondamental qu'il y avait des choses comment dire, qui justifiait qu'on casse cette tendance haussière qu'on avait mise en place depuis quasiment depuis 2 ans même, depuis les plus bas du Covid quoi. Voilà quoi, donc bon, maintenant on se retrouve dans une zone intéressante. On va parler un peu plus en détail maintenant, je pense. Donc, grosso modo, toi, depuis que tu as eu ce signal de retournement, est-ce que tu as changé fondamentalement ton approche Alors, pour décrire, si tu devais décrire là un peu facilement ton approche sur les marchés base, et depuis après le début de l'année, on fera un petit peu peut-être une distinction. Moi, je vais être assez honnête. Hein, c'est quand même moi qui suis je me considère plus comme un swinger. Donc swinger, juste tu peux faire donc une en définition. gros, le swing, ça va être on va dire comme du trend following, mais pas sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, mais sur plusieurs jours. On va essayer de jouer un mouvement haussier dans la continuité quoi. Et puis le moment où la première conso arrive ou la premier signe de faiblesse arrive, on sort et puis on va voir ailleurs quoi. Là où un trend follower, lui, va essayer de se laisser porter par la tendance tant que les plus bas sont de plus en plus bas et les plus hauts de plus en plus haut quoi. C'est très bien défini. En gros, nous, on va dire qu'on subit plus facilement les consolidations, on a une approche un petit peu plus large, tandis que vous, le jeu, c'est de capter la tendance sans subir la consolidation. Sans subir la consolidation sur à chaque fois des échelles de temps qui sont tout simplement plus courtes. Hein. On va de quelques jours à des fois éventuellement quelques semaines pour les trades qui se passent le mieux et en fonction de plein d'autres paramètres quoi. Bien sûr. Et donc là pour un swinger c'est assez compliqué hein, parce que la tendance générale est baissière forcément, donc statistiquement on a moins de mouvements haussiers même journaliers, ou alors c'est pas ça se passe pas quand on a un mouvement haussier, quand on a un rebond technique, ça se passe pas dans des configurations avec des comment dire, je peux dire, avec des indicateurs techniques qui sont comme moi je les prends d'habitude quand on est en tendance haussière. Donc forcément c'est plus dur tout simplement hein. Donc là en fait tu as le sentiment que toi les outils que tu utilises d'ordinaire ont un pourcentage de réussite qui est moins important. C'est ça, parce que quand on a un rebond technique, le rebond technique il se fait sur des indicateurs qui restent baissiers, parce que c'est le principe, on baisse, on a un rebond technique, et donc moi c'est pas des rebonds que j'ai des facilités à jouer, parce que tout simplement les indicateurs que je regarde sont baissiers. Bien sûr. Donc voilà, et comme les indicateurs que je regarde qui sont haussiers, il y en a beaucoup moins, et il le reste beaucoup moins longtemps qu'il y a encore quelques mois, forcément c'est beaucoup plus dur. Et puis voilà, c'est des maths hein, tout simplement hein. Donc si on répète ce schéma là sur X milliers de fois, et si on est en tendance baissière, c'est plus dur tout simplement. Est-ce que tu ajustes un petit peu en faisant du backtest sur des périodes définies en tendance baissière pour voir si ça fonctionne aussi bien d'ordinaire? Est-ce que t'as un changement complet d'attitude dans ce genre de période, ou comment tu réagis? Pas vraiment, je sais que c'est une période forcément hein, on sait qu'il faut être plus prudent. On sait qu'en plus de toute façon on voit les volumes souvent à la baisse enfin je veux dire, il y a plein d'éléments qui disent voilà, il y a les gros acteurs qui sortent du marché, il y a beaucoup de volume à la baisse, peu de volume dans les rebonds techniques, donc on sait que c'est une période délicate, faut être très sélectif dans ce qu'on fait, faut vraiment avoir un plan en tête au moment où ça se passe quoi. Et puis voilà, il n'y a pas vraiment, non, je backteste pas vraiment, je regarde des seuils, j'essaie de regarder, je vais regarder un secteur en particulier. Par exemple récemment on a eu tout le secteur de l'énergie qui a quand même plutôt surperformé, où moi j'ai pu prendre certains trades, mais après ça reste anecdotique dans la performance quoi. C'est plus histoire de se rassurer et de réussir à relativiser que même qu'on arrive de temps en temps à faire des choses qui restent bien dans un environnement dégradé quoi. C'est plus au niveau du mindset, au niveau de comment je peux dire, de la confiance en soi tout simplement. Et puis mais voilà, dans l'ensemble c'est quand même très très dégradé et c'est très dur. Je pense que c'est le mot d'ordre pour tout le monde quasiment maintenant. Donc pas de changement fondamental d'approche, simplement tu es plus prudent, j'essaie d'être très sélectif, voilà, des moins grosses positions, essayer d'être très sélectif, essayer de regarder, essayer de chercher le secteur qui va tirer son épingle du jeu, parce que en fait c'est aussi ça, quand vous avez tout un pan de l'économie qui se fait défoncer, vous avez un autre pan de l'économie qui représente beaucoup moins que l'ensemble, mais qui lui va surperformer puissance 10 parce que la baisse est très puissante sur le reste des marchés quoi. Voilà,
Donc on cherche des valeurs refuges, on cherche ce genre de choses. Hein. Voilà, Donc toi, là, dans ces périodes-là, si je comprends, tu fais un mix un petit peu entre du sectoriel en prenant en compte ceux qui vont tenir le mieux par rapport à la période macro, on va dire. Voilà. Et ensuite, tu crées tes listes par rapport à ça. Tu utilises des screeners, toi, ou tu fais à la main? Moi, j'ai plutôt des listes. Voilà, j'ai quelques valeurs. On va dire, j'ai une centaine de valeurs que je connais, que je suis tous les jours, quoi. Et puis après, j'ai des listes. Je sais tout de suite, comme je vois tous les jours et que je suis complètement passionné, je regarde, je travaille encore le soir. Je sais exactement ce qui se passe à l'instant T. Je vois un truc qui bouge. Je sais que voilà, j'ai préparé ça la veille. Donc c'est une action que je connais. Je sais ce qu'elle fait. Je sais sur quel secteur elle est. Donc je vais pouvoir être très réactif, quoi, tout simplement. Ouais, s'il y a bien un point commun, si vous voulez améliorer votre approche en lecture de graphiques, etc., il faut en lire et en lire. Il n'y a pas de secret. C'est comme tout, hein. C'est en pas de forgeant qu'on secret, devient c'est ça. forgeron. Exactement. Alors, ça me fait penser à plusieurs choses. Le premier, c'est que tu sais qu'on parlait justement de la tendance en expliquant que nous, en trend following, en suivi de tendance, on met vraiment la tendance au cœur de notre stratégie, mais c'est ce que tu disais en remarque. Tu disais que de toute manière, en fait, toutes les autres approches prennent en compte aussi la tendance. Donc, ça. Toi, comment tu définirais ton approche de trading par rapport à la tendance? Est-ce que ça ajuste Est-ce que quand les indices sont haussiers, tu prends des positions plus importantes, tu es complètement investi? Est-ce que tu ajustes en période baissière? C'est quoi un peu tes critères? Il n'y a pas de vraiment, j'ai pas vraiment de critères T'as pas un plan ça va strict Non, pas vraiment, ça va dépendre si, après plus au niveau du money management, quoi, je me permets pas n'importe quoi, mais ça va, mais je veux dire, après, ça va dépendre des jours, ça va dépendre de moi, comment je me sens aussi, c'est une journée où je suis fatigué, je sens que je suis pas bien, bah je sais que c'est une journée où il faut que je fasse attention. T'es plutôt discrétionnaire ou systémique? Tu vois la distinction systémique, c'est rigide, un peu comme Christophe Trend France peut l'être, moi je suis, on a notre liste, vraiment notre plan, notre stratégie. Moi, je suis au-dessus de la MM200, je passe à achat, je suis en dessous, je passe pas. Non, moi non, donc toi, tu es plutôt discrétionnaire. C'est tu prends en compte la macro, tu prends en compte le mood du marché, tu parles souvent de la psychologie du marché quand on trade ensemble. C'est ça. Donc ça, donc toi, ça serait plus discrétionnaire ou t'as un avis Moi, j'ai un cadre forcément, j'ai un cadre que je m'impose, mais je veux dire, à l'intérieur de ce cadre, je suis très très libre dans ce que je fais et je me permets beaucoup de choses. Par contre, j'essaie de ne pas sortir de ce cadre-là. Je pense que c'est le plus dur à faire. C'est l'espèce de zone de confort. Voilà, c'est ça. C'est vraiment de s'imposer un cadre et où on sait que faut pas aller au-delà. Par contre, je trouve que c'est bien d'être assez libre à l'intérieur parce que justement, des fois, on essaye des choses qu'on n'essaie pas d'habitude parce que la situation change par rapport à d'habitude, tout simplement. Et on se découvre aussi des fois et on se rend compte qu'on est capable de faire des choses qu'on n'était pas capable de faire avant et inversement. Et puis on apprend tout simplement. Hein. Moi, je trouve que c'est ça qui me passionne. Hein. Après, peut-être que mon approche évoluera aussi avec le temps parce que j'ai pas non plus 20 ans d'expérience. Bien sûr. Donc tu te permets cette espèce de marge de manœuvre de découverte entre tu découvres le marché, tu ajustes par rapport à la réalité au quotidien. Puis moi, j'ai aussi une manière de voir les choses. Alors ça, c'est très personnel et c'est aussi du fait que je suis assez jeune et donc j'ai un plan de vie, un plan de développement qui à l'instant T là aujourd'hui me permet aussi de me permettre des fois de faire des choses que quelqu'un, je sais pas, qui a 40 ans, qui est un père de famille, qui investit, qui a des enfants, voilà. Tu veux dire en quoi, en termes de risque, en termes en termes de risque, tout simplement. C'est-à-dire c'est en termes de prise de risque, c'est-à-dire que si des fois je vais avoir un trade qui passe pas ou quoi et que je savais que j'aurais pas dû prendre, mais je me suis dit bon, il y a peut-être une opportunité quand même. Bah, je vais relativiser. Je sais que je suis dans une période où à l'instant T, c'est des choses que je peux me permettre. Voilà, c'est tout. Mais c'est purement personnel. Hein. C'est là, il faut pas prendre ça comme. Ce que tu te souviens du coup depuis le début de l'année, moi j'aime bien raconter ça, c'est qu'il y a grosso modo 4 approches pour traverser le marché depuis le début de l'année. Il y a ceux qui se battent. Je pense à Michael, à toi. En gros, le marché est difficile, mais malgré tout, il faut sortir de la performance. Du coup, on y va. On réajuste un petit peu nos outils et puis on combat envers et contre tout. Et c'est assez difficile parce que à partir du moment où on n'a plus le vent dans le dos, forcément, c'est qu'on l'a en face, donc ça demande plus d'efforts. La seconde catégorie, c'est la catégorie des autruches, dont je fais plus ou moins partie. Ouais, je confirme. Le marché est trop difficile. Nos règles de trading font que dans une période comme celle-ci, on a plus d'intérêt à être sorti. C'est le cas depuis février où je suis investi au maximum jusqu'à 30%, donc pas de quoi faire des grosses performances. Même shorter aussi, mais le problème c'est que c'est contre-intuitif. Voilà, ça alors j'en parlais dans l'une des précédentes émissions. En gros, moi je ne short pas pour le moment parce que j'ai déjà le compte PEA où je fais du trend, un compte titre avec des ETF et un compte matières premières en parallèle. Plus le compte crypto, ça m'en fait 4. Et je te jure, déjà 4, c'est ça. J'arrive déjà pas à les gérer autant que je voudrais parce que j'essaie quand même. Moi, je suis toujours en train de jouer sur le rapport, le temps que je vais passer et le rendement que je vais faire derrière.
Et bah forcément, déjà 4 comptes c'est compliqué si je devais rajouter Ouais. la dynamique des shorts. Alors j'aimerais bien quand même, parce que moi ma stratégie c'est quand même de payer des plus hauts à 52 Ouais. semaines. C'est grosso modo le seul screener que j'utilise désormais, et ensuite encadrant avec des moyennes mobiles à 200 périodes. Mais je pourrais faire exactement pareil en fait si j'étais sur compte titre principalement en shortant des plus bas à 52 semaines avec un petit peu la même logique. Oui, ouais, bien, tout ça, tout à fait. Hein, Ouais. c'est des maths, hein, ça fonctionne dans les deux sens. Mais après, Absolument. je pense que pour les gens qui sont, en tout cas, je pense pour notre profil, disons, Ouais. de personnes assez jeunes et arrivées avec peut-être déjà quelques années d'expérience sur les marchés. Je pense, moi, je prends mon exemple à moi et je crois que c'est ton cas aussi. Le gros de mon capital, c'est sur mon PEA, quoi. Donc, Ouais, moi déjà, c'est voilà, pareil. à part prendre du BX4, mais bon, c'est. Hmm. C'est pas ce qu'il y a de plus optimisé pour shorter quoi. Voilà, il y a beaucoup de frais, donc, des fois je préfère ne rien faire et attendre d'avoir des opportunités plutôt que d'acheter du BX4. Ça c'est un autre point qui est important, c'est que évidemment il y a le ratio intérêt de prendre des positions short après 20% de baisse, on peut se poser la question. Aussi. Mais au-delà, c'est plus, toi tu utilises le BX4 en termes de couverture, mais tu vas pas le faire en termes de accompagner grosso modo la chute des marchés. Non, ouais, pour moi c'est trop long quoi, c'est trop long, j'ai besoin, enfin, comme tout le monde, hein, on a besoin d'un truc qui monte vite ou alors d'un truc qui baisse vite quoi. Ce qui est le pire cette année en fait, c'est que ça ne monte pas vite et ça ne baisse pas C'est vite. ça, non plus, enfin je veux dire, on voit le graphique, enfin, honnêtement, là moi je vois ça, pour moi c'est intradable quoi. Ouais. En tout cas avec cet environnement là, après Bien sûr. si on mettait mes indicateurs à moi, je verrais peut-être d'autres Ouais. la chose sous un angle différent, mais je veux dire là comme ça purement juste avec les prix, je veux dire ça se voit, c'est complètement erratique, il y a des Ouais. gaps partout, Ouais, c'est c'est la des misère, outils c'est qui la sont misère. particulièrement durs à utiliser malgré tout, entre le bêta slippage, Oui, la c'est- durée de détention qui doit pas être très longue. C'est un bon produit de couverture. Après, moi, je préfère le SHC quand même sans effet de levier. Je l'utilise uniquement pour, tu sais, le compte que je gère là pour un proche qui est Ouais, le plus gros compte. Et lui, ouais. ça m'arrive des fois d'exposer pour couvrir Parce un que petit peu. moi ce que j'ai déjà fait, mais c'est vraiment, ça a dû m'arriver peut-être 4 ou 5 fois cette année, c'est sur mon compte titre, c'est de prendre des fois quand je sens qu'il se passe vraiment un truc ou qu'on clôture un vendredi soir avec une grosse bougie rouge à -2, -3 et où je sais qu'on va se prendre un gap baissier à l'ouverture lundi, Ouais. c'est de prendre voilà, un produit à effet de levier, mais je monte rarement au-dessus de 7-8 quoi. Ok, d'accord. Mais ça c'est- t'arrive voilà, ça de le faire. C'est arrivé, mais voilà, c'est pour bien commencer la semaine quoi. Ok. Parce que le risque est très faible, on va dire. Ah, moi, j'avoue que le levier, c'est tabou. Je Ah oui, touche ouais, non, vraiment mais pas trop. moi c'est le seul cas de figure où je m'autorise de temps en temps de prendre du levier et ça représente pas grand chose sur le Ouais. portefeuille quoi. Ouais, C'est ouais. plus, voilà. Alors, il y a Christophe de Swing Bourse, qui est un de mes très bons amis, qui Le dit le DS DSP5 qui est le S&P 500 en levier 2. Ouais, bah voilà, ça se voit déjà que c'est un Ouais. petit peu plus c'est un petit peu moins dégueulasse quoi. Il y a quand même pas mal de faux signaux. On a cassure, on repasse sous la résistance Je trouve devenue ça- support, on repasse au-dessus. Je trouve ça moins intradable en tout cas, ou moins ça me fait moins mal aux yeux là de voir Mm. ça que le BX4 quoi. Ouais. Et pour les trackers baissiers, t'as une approche quoi? Plutôt support, plutôt dépassement de résistance t'ajustes un peu? Parce que je sais que toi t'es quand même pas mal sur les supports, t'aimes bien rentrer avec des stops. Bah moi comme je disais ça va plus être ouais si je vois qu'on casse un support, un gros support, si je vois après ça dépend vraiment de plein de trucs, j'ai pas vraiment une règle fixe quoi, Ouais. comme je disais moi ce que je préfère c'est une grosse bougie rouge avec les US qui se cassent la gueule sur le CAC souvent un vendredi soir Ouais. où tu sais que t'as la Fed qui parle ou la BCE, tu sais que le lundi t'as des chances d'ouvrir déjà à -1, -2 quoi, et puis bon ça te fait commencer la semaine à 6-7% sur ta pause si t'as, ou alors tu perds 6-7% si t'es dans Donc le en fait, mauvais. les trackers baissiers, c'est pour mettre du beurre dans les épinards quoi. Ouais, c'est vraiment ça, c'est anecdotique hein, honnêtement, voilà. D'accord, Voilà. ok, c'est intéressant. Notre CAC, alors, je sais plus où est-ce qu'on a été au niveau de... on était un peu perdu, mais Bilan de début d'année, on va peut-être revenir déjà là-dessus. Quel Ouais. est toi ton bilan perso? T'es pas obligé de rentrer en termes de Alors, perf, juste... moi je suis en perte. content déjà, content, pas content, peu importe gain ou perte. Est-ce que Alors- t'es content de toi depuis janvier? Alors moi je suis assez content de moi depuis janvier. Pourquoi? La première des réponses c'est que, enfin la première des arguments c'est que je trouve honnêtement que j'apprends beaucoup de choses. Ouais. Dans cette période. Je trouve que c'est une chance en fait de traverser ça quoi comme période. T'as commencé en quelle année toi Moi je déjà? commence en 2018. 2018. Fin 2018. Ouais, donc on- grosso modo on a attaqué pareil sur le marché Ouais, action, on un a eu petit peu plus tard que toi. Une année 2019 qui était vraiment dégueulasse. Ouais, moi je suis arrivé en septembre 2019, du coup Ouais. pour du trend c'était à peu près cool, j'étais rentré tranquillement. Et puis 2020, dépucelage des marchés, Ouais. bonne découverte avec le crack du Covid. Ouais.
Après, bah, toi, t'avais subi beaucoup le crack du Covid, tu te souviens? Ouais, à l'époque, j'avais vraiment un petit capital, hein. C'était, Ok. bon, ça faisait mal sur le moment parce Mais que. tu l'avais subi, t'étais resté en position, t'étais sorti, t'étais resté un Ouais, peu à ouais, vide. j'avais vraiment subi parce Ok. que en fait, donc moi j'avais démarré donc fin 2018 et en fait jusqu'à donc je suivais ça de loin jusqu'à fin 2000. En fait, il y a eu grosso modo une grosse année avant Ouais. que je me mette vraiment à apprendre l'analyse technique et à comprendre ce qui se passe derrière. En fait, ça correspond avec mon arrivée sur Twitter Ok. quand j'ai commencé à voir qu'il se passait des trucs un peu bourse sur Twitter et puis à l'époque c'était Comment t'en entendais parler de Twitter? je sais plus, franchement je sais plus. Ok. Je crois que si je me demande si à l'époque c'était pas j'avais ma copine de l'époque qui voulait absolument que je crée un compte Twitter parce qu'elle trouvait ça Excellent. trop bien et puis bon, j'avais trop les trucs de bourse T'as pas après. fait le truc classique d'aller sur, comment il s'appelle, c'est le site boursier là, où il y avait Peer Pumper, c'est Bourso, non? Boursorama, Forum de Bourso, ouais, ouais. il y avait les forums de Bourso, je pense que tout le monde est plus ou moins passé par les forums de Bourso quand Moi on non, cherche je des suis infos. jamais passé, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait Ouais, leurs premières armes là-dessus. là, on passe un vrai cap hein, quand on arrive un peu à se dédouaner et ne plus trop suivre ce qui se passe sur Bourso ou vraiment regarder avec un avis complètement. On n'est pas influencé quoi. Ouais, On ouais. sait que c'est un mec qui raconte de la merde. Voilà, c'est de temps en temps il y a des mecs qui racontent des bonnes infos, mais à partir du moment où on n'arrive plus à être, où on n'est plus influencé par ça, c'est que vraiment on a déjà passé un cap. Ouais. Et puis moi je me suis vraiment mis après à Ça, l'analyse c'est un point technique. très important ce que tu viens de dire. Ouais. Et à l'époque c'était sur Twitter, c'était maintenant il y est plus, je sais plus comment il s'appelle, Inchi je crois à l'époque, je sais plus, c'est un mec qui faisait de l'analyse technique sur Ishimoku. Ouais, il travaille avec Rodolphe et Xavier, tu sais, pour. Peut-être, alors je sais plus, apparemment moi des dernières infos que j'avais, il était vraiment parti de Twitter et tout, donc je sais pas maintenant ce qu'il devient, mais c'est vraiment, j'avais vu ce mec, mais c'était de la magie ce qu'il faisait quoi. Hmm. Et bah, je m'étais mis à ça, et puis après il y a eu le Covid, et puis bah à fond, Donc à tu t'es fond, à fond, inspiré quoi. justement un peu de Ouais, cette stratégie, ouais. de ce qu'il faisait. Bah je me suis pas vraiment inspiré, j'ai pas vraiment fait Ishimoku tout de suite, mais après c'était plus, en fait je me suis dit putain mais ah ouais mais moi je suis un matheux de base, Mhm. et du coup je me suis dit mais en fait ah ouais proba statistique bah tu peux gagner de la thune quoi. Ouais, ouais. Et moi ça me paraissait évident, clair comme de l'eau de roche quoi. Et puis bah, Mhm. après c'est venu comme ça et à fond, tout le Covid on était confinés des mois, j'ai fait à fond des graves, j'ai tout écrit, j'ai tout et puis bah voilà, j'ai appris Mhm. comme ça quoi. Donc ouais, pour toi, t'es rentré quand même dans la vague justement des boursicoteurs et des Ouais, youtubeurs je pense pendant que moi, la période du Covid. pour moi, l'année 2019, c'était difficile, mais c'était des capitaux beaucoup moins gros que maintenant. Ouais. Donc, T'avais pas encore ton cadrage, tes règles. ouais, c'est ça. Pour ça qu'aujourd'hui, je trouve que même ça fait. Des fois, il faut aussi passer par des périodes où tu te remets en question, Bien où sûr. t'apprends sur toi parce que ça te permet. Bon, ça fait aussi le tri. Si toi, t'arrives à passer ce cap-là, et, bah, tu sais que t'es fait pour ça, quoi. Ouais, ouais. Et moi, c'est ce que j'espère maintenant. Donc, pour revenir sur le sujet, moi, je suis en perte. Je suis à peu près à moins 10. Ouais, c'est ce qu'on disait. Moins 10, moins 12 depuis le début de l'année. J'avais très bien commencé janvier. Après, j'avais fait beaucoup de contre-perf. Je savais pas trop. Je sais plus maintenant les trades en tête, mais j'avais beaucoup contre-performé. Puis là, je stagne un peu depuis 2-3 mois. Donc, je perds pas d'argent, j'en gagne pas. Ok. J'ai un peu du mal à remonter. Quand je fais un bon trade, après, j'en fais un pourri. Voilà quoi. Donc, Parce que tu vas pas sur les dossiers les plus faciles quand même. On s'était mis sur Valneva. ouais, c'est ça. J'essaie d'aller où j'ai les indicateurs qui vont dans mon sens parce que moi Mm. je recherche une certaine vitesse dans ce qui se passe. Mm. Donc forcément, tu t'intéresses à des trucs qui peuvent être un peu plus spéculatifs. Mais après, Ouais. pour le coup, Valneva, ça fait des mois et des mois que j'ai laissé tomber, hein. Ok, ouais. Ça fait des mois que je la touche plus en fait je pense depuis le gros. Si je peux prendre la Ouais, souris. vas-y, je t'en prie. Moi, je la touche plus depuis ça là. Oui. Ça fait. C'était quoi déjà ça? C'était en janvier je sais l'annonce? plus, C'était je quoi? sais C'était plus. par rapport à la Grande-Bretagne? Ouais, je crois que c'était ça. À moins que ce soit. Je crois que j'avais encore tradé à l'époque, fin d'année et début d'année, j'avais encore tradé et j'avais réussi un petit peu à prendre des trucs dans tout le mouvement haussier là. Et puis là, en fait, quand il y a eu cette annonce du gouvernement anglais, je crois que c'était à l'époque, Ouais, moi, qui avait j'avais plus, qui avait abandonné ouais, ça le avait contrat. explosé tous mes indicateurs. Et puis moi, j'avais plus de. Puis on voit après, il y avait plus de volume, il y a plus rien quoi. Bon là, il y a quelques. Bah petits après, mouvements. franchement, là, on prend l'exemple probablement le plus difficile d'un stock Ah ouais, français c'est très depuis, dur. Valneva, c'est très dur. Mais en termes de macro, avec contrat, pas contrat, le gouvernement anglais qui se retire, après Pfizer qui rentre au capital, pendant des mois, ils n'ont pas l'autorisation sur le marché européen. Ouais, c'est un délire, mais bon, enfin, bon après, je pense que c'est tout le monde, les gens qui s'intéressent un peu à Valneva savent ce qui s'est passé sur le dossier, quoi. Mais après, quand la période où c'était un petit peu Covid et où il y avait vraiment ce flux d'actualité qui entourait Valneva, il y avait vraiment des choses à faire parce que tu avais l'actualité. Le jour où tu n'as plus l'actualité, parce qu'il y a cette mauvaise nouvelle, faut pas chercher à comprendre, il faut se barrer. C'est aussi des fois les dossiers, faut y aller. Il y a la volatilité, il y a l'actu qui va avec, faut pas chercher plus loin. Ouais, donc ça, c'est l'un des volets de ton approche, c'est Aussi, le ouais. secteur est sous le feu des projecteurs, C'est du ça, coup tu ouais, les rentres dans tes clairement, watchlists et tu t'y clairement. intéresses. Ok.
Super. Et Pour puis ma bah, toi, part, ta moi, performance qui est un peu meilleure, je crois, hein, il me bah, semble. j'ai eu pareil, j'ai eu un début d'année. Moi, c'est l'inverse de toi, c'est que janvier-février, j'ai eu un début d'année qui était difficile. J'étais en perte, j'étais au plus bas, je crois, j'étais à 7%. Alors, sur le compte du grand-père, là, je suis toujours en négatif. Je crois que je suis à moins 6, un truc comme Ok, ça. J'ai pas repris de position grosso modo depuis qu'on est passé baissier sur le CAC parce que pour le coup dans ce portefeuille là je suis obligé d'être dans le ok, sens de la tendance. Parce que tu sais c'est des grosses positions et du coup j'aime ok. pas les rentrer, les garder quelques jours. J'aime juste les rentrer en une fois et puis rester le plus longtemps possible. Et sur mon portefeuille perso j'étais aussi un peu pareil j'étais tombé au plus bas à moins 7. Et t'as Et puis remonté, je après crois. bah, j'ai coupé toutes les positions, je me suis dit soit je change d'approche, soit je reviens sur ce que je fais de mieux. Et j'ai fait travailler mon screener à 52 semaines, reprise de plus haut, et puis bah, progressivement à 30% investi. Et Ouais, tu vois, enfin, j'avais montré portefeuille récemment, et là c'est celui-ci actuellement. je crois que t'as dû. Ouais, tu m'avais un peu Les parlé. configs Ouais, sont le vraiment feedback exactement. high, ouais, Alors le TUS, je l'ai rentré là très récemment, je l'ai rentré sur la reprise de l'AMM, donc j'ai un stop qui est serré. J'ai pas trop profité là de la reprise ici, mais grosso modo, tu vois, je l'ai sorti Carrefour, j'ai pas encore actualisé. je crois que tu m'avais parlé de sécher Ouais, environnement ouais, j'ai aussi, rentré, qui est- bah, j'ai sorti Carrefour et rentré sèche. Et du coup, en fait, bah, mes configs sont vraiment toutes les mêmes, quoi. Ouais, ça Celles qui m'étonne. tapent les plus haut, tu vois, en accrochage et en tenant le plus longtemps possible. Après, je me prends des belles consos dans les dents, hein, parce que Des tu vois, fois, ouais. total, je crois que je suis rentré sur sortie de range par là. Et, T'es et pas bah voilà, sorti. c'est un beau retracement et je ne suis pas sorti. Ok. Euh, De toute façon, ça a bien, tu vois, on a bien testé le support et puis ça remonte Ouais, bien. ouais, ouais, j'ai le même cadrage que toi, du coup j'ai mis à break-even, je prends pas plus de risques que ça et j'essaye pas non plus de faire de prise de profit partiel dans un environnement comme celui-ci. Ok. Mais du coup là je suis à plus 8, j'ai fait mon plus haut sur l'année, plus 8 là Qui est depuis cette vraiment une semaine. performance honorable, hein. Ah Je pense bah qu'il y a moi pas je suis beaucoup très... de. Tu sais mon objectif de base c'est plus 20 à l'année, Ouais. c'est pas plus 60, c'est vraiment plus 20. Et donc plus 8 par rapport là à ces mois de Puis l'année bataille. est pas finie encore. L'année est pas finie mais on va voir comment ça se passe. Mais... Et puis si je peux juste rajouter un petit truc, hein, je pense qu'il y a Bien beaucoup sûr. de gens peut-être qui nous écoutent, qui sont peut-être plus débutants que nous. Sachez aussi, j'en discutais un peu sur Twitter avec peut-être il y en a qui connaissent Olivier Elros, Ouais, je crois bien que c'est sûr. un pote à toi La aussi. Ross, ouais. Alors, ouais. Bah, en fait, on a le CAC à moins 20, donc là officiellement, c'est maintenant tous les analystes, c'est bear market parce qu'on est à moins 20, mais honnêtement, c'est à moins 20 parce que il y a tout un pan du CAC qui tient vraiment bien, c'est le luxe. Ouais. Sans le luxe, on serait beaucoup plus bas que moins 20. Et en fait, pour relativiser, hein, si vous avez des performances moins bonnes que le CAC, il y a énormément de valeurs qui ont pris beaucoup plus cher Ouais, que moins absolument. 20% Ouais, c'est depuis clair. le début de l'année. Et voilà, on a le CAC qui est au plus bas, le luxe qui est encore dans enfin qui est pas au plus bas justement Ouais. par rapport à sa figure. Le luxe qui tient bien. Donc ça donne un petit une petite tendance sur ce qui se passe sur le CAC 40, mais sans le luxe, on serait peut-être à moins 25, moins 30. Absolument. Bah, Là, vous avez LVMH qui lâche, je Ouais. veux dire, ça peut perdre 10-15% avant de Ouais. retrouver le. Bah, si t'as LVMH qui perd 10-15%, je donne pas cher du CAC 40. Quoi. Ouais, ce qu'on dit souvent que le CAC c'est les bancaires, le luxe et le pétrole. Et pour le moment, bah, les bancaires se font quand même un Mais peu ratatiner la C'est tronche surtout depuis. en pondération, le luxe Ouais. c'est énorme, hein. Je crois que ça représente 30% du CAC, juste le luxe, il me Ouais. semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, il me semble que c'est dans ces proportions. LVMH, ça doit être, si on compte L'Oréal avec, ça fait c'est top 2, top 3. Il Ouais. va y avoir Total aussi, ça doit être le top 3, L'Oréal, Total et LVMH quoi, Ouais. en termes de capitalisation. Ouais, ouais. Il y a peut-être, je dis pas, peut-être Air Liquide ou Airbus aussi, mais bon, bref. Ouais, Air Liquide doit quand même être. Doit porter une part, mais j'ai pas les têtes proportions Bon, en tête. t'inquiète, c'est. Mais grosso modo, le luxe, on est un peu dans toutes les mêmes configurations. Voilà, Alors on voit, certaines sont plus dynamiques que d'autres. Là, je vois L'Oréal qui était Ouais. baissier, qui passe, on peut dire, qui Ouais. est un peu neutre là quand même de Ouais. court terme. Parce qu'on n'a pas réussi à clôturer au-dessus des plus hauts. On a fait une bougie qui était intéressante Puis- sur la semaine du 28 là. Mais là, c'est quelque chose. Enfin, moi, ça me saute aux yeux hein, quand j'analyse le CAC, j'analyse un peu ce qui se passe. J'aime beaucoup analyser, aller vraiment au fond des choses. Là, on se rend compte qu'on prend l'exemple de L'Oréal. Bah, vous voyez, c'est par rapport à la figure. Donc, par rapport au canal, on est quasiment au plus haut là du canal sur qui s'est mis en place depuis un mois et demi. Ouais. Là où le CAC 40 est au plus bas. Donc, Absolument. en fait, c'est un signe hein, que on a vraiment un pan du CAC 40 qui tient mieux. Sans ce pan-là, on serait vraiment beaucoup plus bas. Et il y a énormément d'autres valeurs qui se sont fait complètement découper. Hein. Ah oui, Là, bah, parce c'est qu'on- clair. On voit souvent le CAC 40, mais il y a plein de mid, il y a même des big caps qui se sont fait démolir. Hein. Ah ouais, non mais absolument. Quand on fait la revue, bon. Non, Atos, On va bon, pas ça, parler c'est- d'Atos, c'est un cas spécial. Mais, Même moi, tu vois, TEP qui est une de bon, dans mon top 10, je pense, de mes valeurs préférées de cœur, etc. Tu vois, c'est quand même bien dégradé. Il n'y a pas vraiment ouais. de signal de reprise pour le moment. Hein. Puis si tu prends des valeurs même du CAC, Alstom, Worldline, pourtant Alstom, c'est putain, je sais pas, ils ont quoi 10 ans de carnet de commandes devant, alors peut-être
Peut-être qu'il y a quelque chose que je loupe sur le dossier. Je crois qu'il y a beaucoup de VAD, mais je veux dire, Alstom, Ouais, c'est l'un ce qu'on fait. l'un des plus vadés, je crois, top 5 en. Ouais, je crois que la plus vadée de Ronex en France, il me semble que c'est Alstom. Pas Alstom, c'est Atos. Et Alstom, ça doit être top 5 avec Casino Guichard aussi, je pense. Atos, c'est toujours aussi vadé, même par rapport au rapprochement avec Thales, etc. Okay. J'avoue que je regarde pas assez les proportions justement de short sur la cote. Mais bon, après, c'est bon, on a abordé ce sujet-là, mais c'était plus donner quelques explications. Ouais. Après, je crois que voilà, si on reprend sur comment je peux dire, sur le sommaire qu'on a fait, intraday, swing ou suivi de tendance, bah ça on en a plus ou moins parlé, mais on peut encore. Bien sûr. Alors moi, si je peux rajouter un petit truc, si on a qui connaissent, je pense des Trend France par exemple, enfin Christophe doivent connaître peut-être JM. Je crois que tu connais aussi JM. Bien sûr, ouais. Qui travaille avec Mika, voilà, pas avec Mika, avec David Renan. Ouais. Moi je discute. Et qui sera là d'ailleurs en novembre. Ouais, qui sera là aussi, ouais. C'est un des premiers gars avec qui j'ai un peu discuté bourse, qui m'avait donné des conseils quand j'avais commencé sur Twitter. Et puis on a un petit groupe dans lequel on discute aussi de temps en temps. Et il me disait, en fait, je lui disais, on discute souvent, on essaie de comparer nos perfs, on discute notre approche du marché, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on ressent. Et lui il me disait beaucoup que cette année, en fait, si tu veux gagner, t'as pas d'autre choix que l'intraday, parce que lui gagne aussi. Je sais pas sa performance annuelle, mais il fait souvent des gains. Enfin, je sais, il gagne de l'argent quand même, malgré le, parce que c'est un trader, un vrai trader au sens pur du terme, quoi. Et puis il vit de ça, quoi. C'est ça que je veux dire. Il y en a pas 500 en France, quoi. Des traders en compte propre qui vivent en de dehors ça, de leur formation. Moi j'en connais 4 peut-être. Moi pareil, on est 3 qui me viennent en tête, quoi. 4. Parce qu'en fait, après, soit tu as besoin d'avoir des formations à relais un peu financier, soit tu vas travailler en conseil, ou après, c'est le volet vraiment. David Renan, il vend un petit peu son savoir-faire et tout, mais je veux dire, tout le monde sait que sans ça, il gagnerait aussi de l'argent, évidemment. Mika, David. Je pense que c'est aussi des gens qui aiment partager ce qu'ils font. Absolument. Ça leur fait un petit truc en plus, mais c'est des gens qui aiment partager. Ça stabilise aussi, c'est important dans des périodes. Parce que même en intra, tu vois, même les meilleurs traders comme Mika, ils galèrent quand même pas mal depuis le début de l'année. Donc c'est aussi rassurant justement de voir que les pontes un petit peu ont du mal aussi dans un marché comme celui-ci. Ça permet de relativiser aussi la difficulté du marché. Mais c'est une année qui est quand même, qui est difficile quand même pour la plupart des styles, peu importe celui des. Tu sais, on dit souvent les traders aiment la volatilité. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de cette phrase? Est-ce que toi, tu aimes personnellement la volatilité? À la hausse. À la hausse, oui, ça, on se met d'accord. Mais... moi, je pense que la volatilité, c'est quelque chose que j'aime, mais j'ai pas l'impression que en fait, ce soit si... le problème du cas, ça tout le monde le dit, c'est qu'en fait on a une baisse lente. C'est-à-dire qu'on va avoir des pics de volatilité, mais on va perdre -3, on va en gagner 2. On va stabiliser, on va reperdre -3, on va en regagner. Et c'est des mouvements super durs. Moi je préférais qu'on perde 5, qu'on reperde 5, qu'on gagne 2, qu'on reperde 5, et là on aurait quelque chose à trader, quoi. Une vraie purge de quelques jours pour repartir sur des bases. Et puis JM avec qui je discute me dit, cette année si tu veux gagner, t'as pas d'autre choix que de faire de l'intraday. Mais de l'intraday, faut quoi? C'est du savoir-faire, c'est du temps, tout le monde ne peut pas. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de perdants. Il fait de l'intraday, je sais, des fois il prend des trades, une heure après il est dehors, il a gagné, il a fait sa journée et puis ciao, quoi, tu vois. Ouais, la question c'est souvent de comparer par rapport à quelqu'un qui travaille, qui a une activité à côté. Parce que 99,9% des gens qui investissent en bourse n'ont pas le temps de regarder toutes les heures, même quelqu'un qui est dans le tertiaire pur, qui est toujours sur son ordinateur. Ouais, c'est compliqué. En termes d'attention, on suit ça tous les jours, mais c'est compliqué. On fait pas d'intraday. Même moi qui suis où c'est très rare. Qui ai les écrans ouverts de 9h à 17h30 par rapport à tout ce que je fais à côté. Et même moi, je l'avoue vraiment humblement, je suis pas capable de rentabiliser chaque minute que je passe sur le marché. Ça veut dire que je gagne plus en termes de performance en prenant un petit peu plus de distance plutôt que de faire. Je pense pas que je serais rentable en faisant de l'UT5 tous les jours de 9h à 17h30. Mais moi c'est pareil, moi le suivi des marchés, tout je le fais, mais c'est parce que c'est vraiment une passion. C'est pas, je rentabilise pas mon temps, c'est juste que c'est évidemment. Sinon, on serait déjà milliardaire peut-être. Mais non, moi c'est vraiment, je suis passionné par cet environnement-là et puis tout simplement, je ne peux pas, il faut que je regarde des graphiques la journée, quoi. Et c'est quoi du coup tes objectifs pour cette année, si tu devais t'en fixer? Là, on fait le point en fin décembre. Si fin décembre j'arrive à repasser vert, franchement je serais content. Finir une année positive. Bon, après ça va dépendre du CAC. Si on a le CAC qui pèse qui reprend des plus hauts et qui reprend la dynamique, bon, c'est pas le scénario que je favorise. Ça peut aller vite si tu arrives à enchaîner 2-3 bons trades sur des valeurs que tu connais bien, tu connais les seuils qui réagissent, et puis t'as
Ah, c'est tout con, mais tu vois, un Valneva, t'arrives à choper le bon point, il y a une news qui. Ou n'importe quoi, il y a un news flow qui se remet en place, ça peut prendre 100% en 2-3 semaines. Ouais. Si t'arrives à tenir le. Si t'as le bon point, je dis bien, c'est-à-dire si t'as le bon point et derrière que t'arrives à tenir, tu peux vite, t'en fais 2-3 comme ça, tu peux vite. Ça peut aller vite, ça va Ouais, vite, ouais. ça peut aller vite dans les deux sens en fait. Donc Et autant donc, je me dis. toi, ce qui est important, c'est peu importe le stock, peu importe le mouvement, c'est d'avoir le point en question, c'est celui Ouais. que tu surveilles. Et qu'est-ce que tu fais si tu rates ton point? Tu vas pas Si du tu rates tout, ton t'essayes point, pas de rattraper. si tu rates ton point, ciao, hein, Ouais. tu cherches pas à comprendre. Ça, c'est très important. Et c'est le plus dur, hein, parce que là je le dis, alors les gens ils vont se dire ah ouais mais c'est un cador, purée il est trop fort, mais faut pas croire, hein, 8 fois sur 10, le point je sais qu'il faut pas y aller, et puis ça m'arrive, non peut-être pas 8 fois sur 10, mais ça m'arrive d'y aller quand même, alors autant des fois ça passe quand même, autant Ouais. des fois ça passe pas, et tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Et tu fais des ego trades, des fois, t'as 2 mauvais trades d'affilée, et puis tu essayes de te. Bon, on a tous des mauvaises périodes, hein. Moi je pense que c'est beaucoup le cerveau hein, qui gère ce qu'on fait, donc forcément si on n'est pas dans un bon mood, si on n'a pas un momentum positif, je sais pas, dans nos vies, des fois ça va, hein, des fois c'est pareil, tu vas enchaîner 15 bons trades de suite, et des fois tu vas en enchaîner 15 mauvais et t'as envie d'arrêter quoi. Ouais, Tu vois. la loi des séries, vraiment à l'extrême. Évidemment, de côté. c'est ça. Mm. Après, moi, s'il y a un truc aussi qui me fait vraiment relativiser par rapport à mon vécu, et je pense par rapport à mon savoir-faire, et même je dirais même mon expertise sur vraiment ce que je connais et ce que je sais faire, moi ça me dérange pas de faire une année à. Honnêtement, si je finis l'année à moins 20, moins 25%, ça va pas me déranger pour deux raisons. La première, c'est que je sais que j'aurais appris beaucoup de choses, et que c'est bien d'avoir traversé une période comme ça même pour toi-même, hein, tu apprends des choses sur toi-même dans ta vie de tous les jours. Et puis la deuxième raison, c'est que moi je sais que dans un environnement qui m'est favorable, je vais surperformer largement. Bien sûr, ouais. Donc je me dis si voilà, faut pas que ça dure 3 ans de suite. Ouais, bah évidemment, le pire scénario serait une Après, baisse latente comme ça. après qui peut-être durerait, peut-être que je verrai les choses autrement et que je me réadapterai, hein. Je pense que c'est aussi faut savoir faire preuve d'adaptabilité sur les marchés. Donc si je vois que à un moment je fais une année à moins 25, que l'année d'après ça ne tourne pas, peut-être que je me remettrai en question, peut-être que je changerai des Tu choses. changerais un petit peu ton Évidemment. cadrage, tes règles. Mais là, à l'instant T, je me dis même si je finis à moins 25, c'est pas grave. Je sais que quand je vais avoir le bon mood, quand je vais avoir les marchés qui se remettent plus comme moi je les trade, je vais surperformer quoi. Donc là, ce que tu as dit qui était très important, peut-être pour résumer, c'est que si tu n'as pas un bon point sur un trade, tu ne suis pas. J'ai un trader américain qui... J'essaye de ne pas suivre. T'essayes de ne pas suivre. La nuance est intéressante. Non, Il y a un mais je trader pense que- américain qui disait, tu sais, c'est comme un chien qui court après une voiture. Si tu rates un trade, c'est qu'après, tu te mets en situation de danger et que tu vas essayer de rattraper quelque chose que tu n'as pas eu à temps, et du coup, tu as plus de risques de te mettre en position défavorable. Ouais. Et une autre question, qu'est-ce que tu fais si on est en train de pricer là, une entrée en récession? Bon, on va pas faire une discussion macro là comme ça, mais si on part sur une bonne grosse purge des marchés, une baisse similaire à celle qu'on a connue, donc là c'est hors dividende, donc le graphique est un peu trompeur parce qu'il est neutre sur le long terme. Or, avec les dividendes, il est parfaitement haussier. Si on part sur là un marché comme ça, est-ce que tu jettes l'éponge, tu te dis que pendant quelques mois tu fais rien, tu continues à te battre semaine après semaine? Je pense que j'arriverai pas à ne rien faire pendant plusieurs mois. Parce que déjà, des fois, ne rien faire pendant une semaine, c'est compliqué parce que tu vois des trucs, tu es frustré de voir des trucs que tu savais que tu aurais dû y aller, tu n'y es pas allé. Alors, en toute honnêteté, je pense que forcément ce serait très dur. Après, c'est toujours pareil, si tu as une récession. Enfin, si tu as une grosse chute, je sais pas, maintenant si tu as le CAC qui perd, là tu fais t'es de 6000 à 2500, donc 55-60%. Si on part sur une baisse de. En partant du haut, donc en partant de maintenant, on dirait peut-être allez, si le CAC perd encore 40%, ok, le CAC perd 40%, mais il y a forcément un truc qui va monter puissance 10 quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Et c'est ça qu'il faut chercher. Moi c'est ça aussi. C'est le marché aussi qu'il y aura quelque part. Il y aura quelque part, tu vois, là c'était l'énergie. On perd 20% depuis le début de l'année, t'as des boîtes, je sais Et là pas. c'est quoi le prochain alors? Parce que là moi je fais tourner mes screeners à 52 semaines, je vois pas grand chose qui ressort. Moi je vois. Juste, excuse-moi je te coupe Xavier, mais moi en suivi de tendance on a une zone où on intervient. Ouais. Une zone où on n'intervient pas, et une zone qui est mon ami Danny Merkel qui est un trader de tendance canadien, il appelle ça la dead zone. C'est la zone où en fait on fait rien parce qu'il n'y a rien à faire de particulier. On n'a pas d'action qui ressortent du screener, ou d'action ou d'autres actifs, hein. Hormis les matières premières qui étaient quand même le secteur en boom depuis le début de l'année,
On n'a pas d'action qui pète des plus hauts à 52 semaines. On n'a pas de secteur en particulier qui sort à tête de l'eau. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, il y avait l'énergie, il y avait un peu C'est le l'armement. seul. Ouais, un petit peu, ouais, mais un peu Du moins. coup, le même prochain, maintenant. c'est quoi? C'est la santé? La santé qui monte Bah, quelques c'est quelque signaux. chose. Bon, on a quand même. On pourra mettre les graphes après, mais ouais, moi je pense que là, dans les prochains. Peut-être d'ici fin d'été, ça va être comment dire, un secteur intéressant à regarder. Ouais. Malheureusement, c'est toutes les boîtes qui sont un petit peu de nouveau liées thématique Covid. Ouais. Parce que, bon, après, moi, c'est un biais plus personnel sur ce qui peut se passer, mais je veux dire, même fondamentalement parlant, on a quand même une recrudescence des cas de nouveau à la hausse. Hein. J'ai pas checké encore ce week-end, j'étais complètement off ce week-end. T'as bien fait. Mais je sais pas, sûrement que ça on va peut-être parler, je regarderai ce soir. On a des actions qui se sont remises qui ont cassé des résistances, qui se sont remises dans des comment je peux dire, dans des configurations intéressantes, avec des probabilités de gain qui commencent à être plus élevées que des probabilités de perte par rapport à l'instant T. Donc je me dis que c'est quelque chose qu'il faut surveiller, que en tout cas moi je surveille personnellement. Ouais, parce qu'on regardait cette semaine, il y avait du Eurobio, du Biocinex. Voilà, ce genre de choses. Après même des boîtes un peu plus dégueu mais qui peuvent être plus spéculatives que moi je regarde, hein, même du Novacite hein, qui si tu veux bien mettre le graphe, je vais te montrer. Putain, avec Novacite, c'est l'un des graphes les plus dégradés Ouais. depuis un. Je vais te montrer pourquoi moi c'est une valeur que je me dis peut-être qu'il pourrait se passer quelque chose dessus, même si tu peux la mettre en daily. Bien sûr. Tu Et veux ben, une moyenne mobile? Bah non, Bah, je te non mais laisse, là regarde évidemment. tu regardes juste les prix. On voit bien que là malgré les indices qui baissent, donc là tu vois on est 7 mars. Ouais. Bon pour l'instant ça tient. Donc toi, ce qui t'intéresse dans une config comme celle-ci, parce que alors moi pareil, ça c'est quelque chose, c'est une petite nuance dont je parle régulièrement, mais je n'ai pas d'avis sur toutes les configurations. Il y a certaines configurations quand elles me disent rien du tout. Tu veux l'enlever là? Ouais non c'est bon, mais là Ok. je pense qu'on voit c'est assez clair. Moi, c'est c'est- assez clair. Tu vois, il y a certaines configurations dont je n'ai pas d'avis. Tu vois, elles ne m'inspirent rien. Ouais. Bah, des fois, je vais avoir une config. Bon bah là, elle est clairement baissière. Voilà ce que je surveille, une oblique baissière. Voilà, elle est dans un canal. Bref, je la cadre, tu vois. Et il y en a d'autres comme celle-ci, la Novacite. Là, par rapport à mes critères, moi, je suis incapable de la cadrer. Ben, moi, ce que je dirais sur Novacite, c'est que, en fait, pourquoi là j'ai un biais, l'environnement, un peu le secteur coronavirus peut peut-être déclencher un nouveau mouvement haussier. Ouais. Et là, ce biais-là, je vais l'avoir tant qu'on recasse pas les plus bas, en fait. Quoi, tu vois. Ouais. Sur Novacite, enfin, on voit bien, les plus bas sont en train de tenir. On a fait un rebond avec un peu des volumes la semaine dernière. Il y a une sorte, si on zoome un peu plus. Je vais essayer. Normalement, ok, il le prend pas. T'arriverais à me. Ouais, bah là, tu sais, j'étais sur ma version. Voilà, pardon. Là, si je zoome comme ça, on a quand même une structure. Voilà, on sait que peut-être il peut y avoir quelque chose à jouer au-dessus d'un 96, au-dessus d'un Ce qui 98. t'intéresserait, ouais, c'est un dépassement après. Et voilà, moi j'ai deux scénarios. C'est si on vient casser cette zone-là, je sais que voilà, c'est pas bon. Éventuellement, scénario remis à plus tard. Et puis si on vient casser ça par le haut, ça veut dire que les valeurs coronavirus auraient envie de redémarrer. Et puis voilà, on aurait un premier gap ici à venir combler. Donc là, ça ferait Et donc, 10-15% de hausse. Et puis là, on aurait vraiment cet objectif à 2,90 quoi. ok, donc si tu sais que tu as un secteur que tu as envie de jouer, en l'occurrence ici les valeurs Covid qui Par reviennent exemple, par rapport par à la exemple, recrudescence, tu vas réfléchir à quoi? Celle qui a parmi les valeurs Covid la configuration qui te parle le plus, celle qui a une meilleure dynamique, qu'est-ce que tu vas... Pourquoi est-ce que tu irais sur Novacite et pas... Enfin, moi là tu vois, si je veux jouer le secteur, bah j'irais sur du Eurobio qui reprend de la MM200, tu vois, qui a pété l'oblique baissière et qui dépassait plus haut. Je vais être très honnête avec toi, pour répondre à ta question. Bon, moi, du Eurobio, là, c'est une des rares valeurs que j'ai en portif en ce moment, ok. que j'ai Qui avait pris bien la tenu semaine son dernière. support aussi. Puis on voit, en fait, là, on a aussi un exemple d'analyse technique. Enfin, je veux dire, c'est scolaire, ça, c'est à mettre dans un bouquin. Enfin, je veux dire, c'est super propre. Hein. On a eu l'oblique, le support, cassure de l'oblique, et puis là, on est en train de casser les 21,50. Ouais. On a fait le pullback sur l'oblique. Enfin, je veux dire, on a tout eu, quoi. On a vraiment eu ce qui apportait le plus de probabilité à la hausse, quoi, dans le cheminement de l'action. Je pense qu'il y en a qui devaient être frustrés de ne pas l'avoir attrapé sur le support là avec. Moi je l'ai pas prise là, c'est pas une, mais tu l'aurais attendu potentiellement sur cette zone avec un meilleur risque. C'est un truc, si tu ratio reprends mes risque-rendement, vidéos là que je fais toutes les semaines chez Denis, je parle d'Eurobio, je dis toujours, j'ai vu ce mouvement là, j'ai vu l'oblique, j'ai dit ça revient dans cette zone, on prend, on achète, j'achète, je me pose pas la question. Ouais, donc et là, zone d'épuisette qui t'intéresse pour reprendre. Et puis ça envoie comme un signal, t'as tout qui baisse. T'as Eurobio qui casse ça, qui part par le haut. Il y a un tout petit peu de volume là. Ça donne quand même des indications. De toute façon, les volumes sont tellement amoindris de partout en ce moment, que ce soit sur la crypto, les actions. Forcément, ça renforce mon biais. Donc voilà, et je sais que maintenant, stop à zéro, et puis on essaie de laisser partir en swing. Là, on espère. On espère. Par rapport on a une configuration intéressante. voilà, ok.
On va pas espérer que le Covid revienne, quoi. Ouais. Alors il y a Christophe qui nous avait spécifié, LVMH, donc c'était LVMH 15,4% du CAC. Et L'Oréal 9,4, donc on est à quasiment 25, c'est ça. Même oui, si 25% du CAC avec 2 actions. Ouais, c'est absolument énorme. Donc la pondération, alors qu'il y en a 40, donc c'est pour ça que c'est super biaisé. D'où l'intérêt de suivre, tu sais, on dit souvent LVMH est la boussole du CAC 40, et je pense que ça a vraiment été aussi propre. Hein. Ça a pas, moi je trouve que ça n'a pas un intérêt énorme en fait de parler juste, en fait t'as une telle pondération, tu parles du CAC 40, mais en fait... Ouais, et avec la réouverture de l'économie chinoise, est-ce que ça peut relancer la consommation du luxe Peut-être, ouais, c'est ça un petit peu, je crois. Ça tient bien le CAC, enfin le luxe, ils ont quand même eu des bonnes. Ouais. Bah, de toute façon, en fait, ce qui va donner bon, on prend un peu de l'avance sur le sujet d'après, mais ce qui va donner un peu la tendance des prochains mois, prochaines semaines, ça va être les prochaines publications trimestrielles. Ouais. Avec les profit warning, là cette semaine on avait qui? On avait Medtex et Trigano, Metabolic Explorer, on a eu Trigano, on a eu mais tu vois, Metabolic Explorer c'est pareil, tu prends, c'est moins 50. Tu peux rien faire, je veux dire, tu peux rien faire. C'est, si vraiment t'es expert, tu peux essayer d'anticiper un peu le truc, mais je veux dire là, quelqu'un qui prend du Metex, qui en plus qui est sur support. Ouais, on a quand même, c'est ce que j'allais dire, on le voit bien, on a un petit rebond sur support. Mais je veux dire, le support là, on fait un gap baissier sous le support. Enfin, je veux dire là, la bougie d'avant le profit warning, quelqu'un qui suit Metex, je veux dire là, il est en zone d'achat, quoi, tu vois. Et puis boum, tu te prends le profit warning, bon, ça tu peux rien faire. Ouais, non, mais là, c'est typiquement les conflits des biens traîtres intérêts dans la zone. Vraiment un expert macroéconomie et tout le bordel, et que t'arrives à te dire, bon, bah Metex, je vais pas la prendre parce que je sais que c'est une valeur susceptible de faire un gros profit warning par rapport à ses fondamentaux, quoi. Mais là c'est quoi, c'est une personne sur 100 000 quoi en bourse. Oui, non mais c'est inqualifiable. Là, tu peux rien faire, c'est vrai que là on a quand même l'exemple. Alors moi tu sais typiquement pourquoi j'interviens pas, parce qu'à partir du moment où on est en dessous là ça m'intéresse pas. Et qu'elle reprenait pas c'est plus haut à 52 semaines, donc je serais pas intervenu de toute manière par rapport à mon... Mais je comprends que là quelqu'un qui veut prendre pour le support, comme dit Christophe, là on a un joli couteau qui tombe. Et qu'est-ce qu'on fait avec un couteau qui tombe? Est-ce qu'on buy the dip à chaque retracement ou est-ce qu'on attend Xavier, qu'est-ce que t'en penses? Dans le cas de Metex, tu l'aimes bien, donc ça compte pas, mais... Ouais, éventuellement, si tu veux, avec un couteau qui tombe, faut être très réactif, c'est-à-dire éventuellement, si tu vois une zone de support, t'essayes de payer, si tu vois que ça tient pas dans la journée, dans l'heure qui suit, ciao, tu te barres, tu prends -2, -3, et puis arrive à Dechi, quoi. Ouais, bien sûr, comme un peu Atos depuis le début de l'année. Voilà, c'est pareil, c'est très compliqué à trader, quoi. Moi, je trouve que c'est pas compliqué, c'est en dessous de la MM200, on n'intervient pas. Ouais. Mais en fait, malheureusement pour tous les... Alors ça c'est un truc, c'est con, hein, mais tous les gens qui jouent le biais, l'OPA, qui, à mon avis, hein, moi j'ai aussi un biais, je pense que l'OPA finira par arriver. Là c'est quoi, c'est Thales qui s'intéressait à un rapprochement là qui en parlait cette semaine. Bah oui, mais l'OPA on en entend parler depuis qu'elle est à 50 quoi. Les mecs ils achètent depuis 50 puis elle est à 12, puis si l'OPA se fait à 30, tu vois. Ouais, non mais bien sûr. C'est le problème avec ces actions et avec cette manière de voir les choses. Ouais. Voilà. C'est que ça met un sacré biais en tête et qu'après on se dit qu'on va être... En fait le problème de se dire qu'il va y avoir une OPA, c'est un peu une espèce de bouée de sauvetage en se disant que même si on prend une mauvaise décision d'investissement, on a potentiellement le rachat qui va faire qu'on va revenir. C'est ça, moi c'est tout ce que les mecs ils achètent rejette, en 15 fois dès que ça baisse et au final tu as des chances de te retrouver, de ne jamais retrouver ton prix de revient. Si un dernier exemple un petit peu de moi ce qui m'épuise un peu en ce moment avec ces marchés, si tu veux bien mettre le graphe d'OVH. Bien sûr. Alors je me suis fait un peu, j'en ai parlé sur Twitter, je me suis fait un peu réprimandé par rapport au ce que j'avais dit. Je l'ai tracé. j'avais dit incroyable, enfin genre quel marché de fou, on a une valeur, donc on a OVH qui sort des résultats supérieurs aux attentes et qui en plus revoit à la hausse ses perspectives pour l'année, donc ce qui est un cas vraiment très rare dans l'environnement macroéconomique actuel. Et pourtant elle perd quasiment 20% de ligne droite. Je n'ai pas du tout suivi, c'était quoi ces perspectives qu'on déçu? C'est juste que la valeur, non justement au contraire, enfin en théorie, quand tu es investisseur, que tu regardes juste ça, tu te dis c'est bien, la valeur purée, ils ont une perspective en hausse et tout. Mais en fait, c'était une valeur qui fondamentalement était excessivement chère. Je crois que PER, même à ce prix-là, on est supérieur à 120, un truc comme ça, quoi. Donc, escarbis à venir. Et c'est pareil, je me suis fait un peu réprimander parce qu'on a dit oui, mais le PER, tu te rends compte, c'est justifié malgré la réhausse des résultats. Et moi, je dis évidemment, c'est complètement justifié, mais je veux dire, là, on sait qu'elle a un PER de mal. Enfin, on sait que c'est une valeur survalorisée de fou malade, mais depuis l'introduction. Et les mecs attendent maintenant pour sortir. Tu vois, c'est ça qui est fou en fait. Ils auraient pu le faire hier, ils auraient pu le faire avant-hier, ils auraient pu le faire le mois dernier, puis maintenant ils attendent ça. Et c'est ça qui est un petit peu.
qui te frustre en fait un petit peu. T'as l'impression que même ce qui pourrait s'apparenter à une bonne nouvelle, c'est quand même vendu et très fort, quoi, tu vois. Donc, c'est ce qui est difficile dans ces marchés-là, c'est que les bonnes nouvelles sont vendues et les mauvaises nouvelles sont moi, c'est très propre, hein. Là, en plus, c'était une valeur que je suivais, le petit canal là, et puis bon, on a la sortie par le bas. Ciao, quoi, faut pas toucher. Ouais, c'est ça. Donc, prudence sur ces dossiers les plus accidentés. Il y a Banksters Corp qui dit peut-être le devenir des big caps moins 50%, ce qui serait un peu un objectif théorique qui est similaire à ce qu'on a vécu après la crise des subprimes et puis pendant la bulle d'internet. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je sais. Moi, je suis sceptique. Je me dis, ce serait catastrophique d'un point de vue social, fondamental et social. Donc, pour les gens qui sont pas dans la bourse, quoi, d'avoir LVMH qui perdrait encore 50%, quoi. Je veux dire, ça veut dire que fondamentalement parlant, on aurait un gros problème dans nos économies. Et forcément, c'est un scénario qui est pas improbable. Donc, il y a toujours une probabilité de succès à ce scénario-là. Mais j'espère que c'est pas un scénario qui va se réaliser, quoi. Et là, par rapport à ce que tu dis, est-ce que selon toi, bon là c'est plus un peu économico-philosophique, est-ce que cette crise est similaire aux précédentes? Est-ce qu'on peut comparer la crise là depuis cette année, grosso modo, enfin depuis février c'était tendu, mais rien à voir avec le crack du Covid, hein, premièrement. On est d'accord. Ça, on en parlait dans le plan tout à l'heure. Mais... Là, on va le faire en 10 secondes. Donc, année similaire au crack de 2020, rien à voir. Rien à voir. Vraiment rien à voir. Je pense que peut-être pour les plus expérimentés, ils trouveront des similitudes avec peut-être ce qui s'est passé avec les subprimes, où on a vraiment baissé de manière continue, mais sans véritable, disons, crack rapide, quoi. La baisse s'est fait sur 2 ans, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est 2008 et ça reprend fin 2009, début 2010, quelque chose comme ça. J'étais un peu gamin, donc je me souviens pas trop. Et puis, moi, mon scénario, disons là maintenant. Tu vois, le point bas, on l'a en mars 2009. Ouais, c'est ça. Donc 2 ans, quoi. On part de fin 2007 à mars 2000, un an et demi. Puis voilà, non, c'est pas du tout le même scénario par rapport au coronavirus, hein, pour répondre à ton point. Voilà, je sais pas, toi, je pense que tu peux pas vraiment me contredire. Je pense que là-dessus, on est d'accord sur plein de choses, mais moi je vois un peu un mix entre la crise énergétique des années 70, une bulle sur la tech similaire aux années 2000, qui s'est bien déjà percée, hein, qui est pas en cours encore, et puis une crise... Après, moi j'ai quand même un biais négatif justement sur l'immobilier par rapport à la hausse des taux et l'endettement des Américains. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent qui sont. Moi, de point de vue quelqu'un qui s'intéresse au marché, qui va au concret de ce que disent les politiques, ce qui se passe vraiment au niveau des politiques monétaires aussi. Ce qui se passe vraiment aussi dans l'économie, hein. Je veux dire, il y a quand même des choses très alarmantes, quoi. On va pas se mentir, c'est quand même. Et une guerre économique entre les blocs de l'Ouest et de l'Est. Je crains vraiment, je sais pas ce qu'ils vont nous sortir cet hiver comme excuse, les gouvernements et tout le bordel, mais nous, je veux dire, il y en a qui vont pleurer, hein, cet hiver, hein. On va vraiment vers quelque chose d'assez dramatique, et puis on voit, on nous y prépare de plus en plus. On n'est pas loin des spots publicitaires pour nous demander de consommer moins, de nous inciter à consommer moins. Je veux dire, moi je pense qu'on va avoir de toute façon. Tu crois au scénario d'une pénurie là qui toucherait l'Europe pour cet hiver? Moi je pense. Parce qu'il y a l'Allemagne là qui a alerté sur les réserves extrêmement basses. Pourquoi? Parce que depuis un an et demi, tout ce qu'on nous disait qui n'arriverait pas il y a un an et demi est en train d'arriver, et ce qu'on nous dit maintenant qui n'arrivera pas dans quelques mois, je me dis Donc combo publication trimestrielle avec hausse des matières premières, réduction des marges, plus conflit les profit warning, profit qui dure, éventuellement un début de récession, disons officielle, de la part de la parole politique. Aujourd'hui ils ne l'assument pas, mais ils l'assumeront un jour. C'est évident, c'est n'importe qui creuse un peu le sujet, je veux dire, c'est évident, quoi. Et puis je pense qu'on risque d'avoir une fin d'année très. Je vois pas de rebond honnêtement. Moi je vois une fin d'année, une vraie fin d'année mauvaise, quoi. Ok, donc parce que là on a quand même l'un des pires démarrages, je crois, depuis 40 ans. Depuis sur le semestre écoulé. Je crois qu'on a eu le Nasdaq, on n'a pas eu le pire mois de. Un moment on a eu le pire mois de mai, je crois, ou je sais pas, depuis, même si je dis pas de bêtises, depuis 1900, la crise de 1929. Ouais, ça m'étonnerait pas, je crois je sais pas si c'était déjà le Nasdaq à l'époque, c'est pour ça que je dis peut-être une bêtise. Je pense pas que c'est.
Ou La- l'S&P peut-être. La question que j'ai, c'est est-ce que toi, tu as le sentiment que la perception des gens qui ne sont pas sur les marchés autour de toi est proche de justement d'une récession Moi je pense que les gens ils captent rien. Il y a pas, ouais, il y a un décalage Je assez pense que les important gens, entre ce qu'on lit nous et puis C'est ce que... con, mais je pense que les gens lambda, enfin moi je prends mon entourage, mes potes, ma femme, enfin les gens ils sont là, ils captent pas quoi. Ouais, mais ils se rendent compte quand même de la hausse du coût de la vie. Ouais, de un la- petit des peu, mais matières oui, premières, oui, l'inflation. forcément ils sont un petit peu impactés, mais je veux dire ils cherchent pas à comprendre vraiment ce qui se passe derrière quoi. Moi c'est un peu ça qui m'inquiète. Je me dis que bon, je me dis Il y a Christophe il dit attention à septembre et il dit avis partagé avec toi sur la fin d'année à venir. Donc Ouais. une fin d'année qui serait difficile. bah oui, bah, je pense mais beaucoup, hein. Enfin c'est assez les gens qui creusent un peu le sujet, c'est assez évident. Je pense qu'on va avoir des profit warning. Moi ça me paraît assez, ça commence tout doucement. Puis profit warning plus éventuellement crise énergétique, je Ouais. pense que ça va pas faire bon ménage quoi. Ouais, bah, c'est clair. Ça va être une saison de résultats là où il va falloir ça. être assez prudent. Si on ne l'est pas déjà depuis maintenant. Si on a de la chance, on va peut-être avoir on a Bankster Cop qui nous dit avoir un rebond pour l'été. On est loin de la MM200. Ouais. Ouais, l'été, généralement, le mois de juillet, c'est un bon mois, historiquement parlant. Mais je sais pas, ça a mal commencé en tout cas. Moi, je voyais bien justement, c'était ce qui était tracé de terre, mais tu sais, un petit rebond, on dépasse ici plus haut. Enfin, je fais jamais des scénarios et je suis très mauvais dans les scénarios. De toute façon, là, c'est simple. Hein. Je veux dire, là, si on casse par le bas, on peut tabler sur un bon moins 5% de baisse encore avant de trouver un premier support. Et puis là, sinon, scénario de range, quoi. Si on tient le support, on vient retester la résistance. C'est le scénario de Nicolas Chéron qui parle là depuis. Mais enfin, lui, il a on un range discute, il me dit, ouais, de 25%, lui. ouais, c'est ça, il me parle, on en parle. Il a un range de. Enfin, bon, moi, je trouve que c'est un peu. C'est un peu. Un dire, range comme ça, c'est ça. Ouais, c'est bon. On repasserait neutre, on était Ouais, baissier, moi on je trouve passerait ça, neutre je avant de trouve ça pas revenir. très. Moi j'appelle pas ça un range quoi. Je veux dire, il y a trop de trucs entre qui font que. Tu vois, pour moi, un range ça va être là entre 6100 et 5800 quoi. Ouais, au-delà, c'est Je veux dire, un range de vraiment long terme. un range de 12%, ça me paraît bon. Ouais. Voilà, Moi, j'essaie de pas avoir d'avis pour me dire que si les indices repartent, eh ben, je reprends Ouais. les positions et je repasse full investi. Mais et puis, si après, on reste comme ça. là où son scénario est bon à Nicolas, c'est que, en plus on discute aussi de temps en temps avec lui hein, dans ce qu'on fait, c'est que Bien sûr. là où il a pas tort, c'est je pense que c'est sur le point haut, lui du range qu'il voit, c'est pour moi c'est la sortie, la cassure de ce point-là, ce serait vraiment le signal qu'on a un retournement vraiment haussier. C'est-à-dire ça coïnciderait avec tu vois, le rebond qu'on a connu fin mars, début avril, le point haut, plus cassure de la MM200 à la hausse, etc. Et donc là on aurait vraiment quelque chose de bullish. Mais là, Parce qu'il y a quelque chose dont on parle pas souvent, mais en général, le point bas, il arrive au moment où la perception générale Ouais. de l'économie, Ouais. de la situation est la plus dramatique. c'est ça. On a les licenciements, comme un peu en 2009, on a les conséquences sur les crédits, l'immobilier, enfin bref. Quand on a la perception que là, c'est vraiment la merde et qu'on a une situation qui est extraordinaire, bah, c'est à ce moment-là qu'on peut avoir le point bas et que les marchés rebondissent à partir de là. C'est ça. Tu vois, il y a toujours un décalage par rapport à l'anticipation des marchés, donc c'est ça qui est difficile. Est-ce que là, on a complètement pricé la récession, le choc énergétique et puis la situation actuelle avec les mauvais C'est résultats et la bulle bon, de C'est dur. toute façon, c'est toujours c'est des De toute questions façon, qui sont ouvertes. c'est hein, ça. De toute façon, là, il n'y a pas de mystère. Hein. Éventuellement, on pourra avoir un rebond si on a cassé. Enfin, je veux dire, si on a cassé 6100 à la hausse, là, 6130, on ira retester l'oblique. Et puis, sinon, range. Et puis, si cassure par le bas, on Ouais. va plus bas, quoi. Ouais, bah, je pense que Mais c'est. disons qu'à ce stade, je pense que c'est ça qu'il faut regarder. Il faut d'abord regarder ça avant de regarder les 6800, tu vois. Et une fois qu'on casse ça, après, en fait, c'est une construction long terme, c'est une série de constructions plus court terme, quoi. Absolument. Donc c'est pour ça que je pense que c'est ce qu'il faut regarder en priorité Ouais, d'abord tout à fait. avant de regarder plus loin. Moi, c'est pareil, c'est ce que je regarde sur le S&P. Ce que j'attends, c'est vraiment des dépassements de. Voilà, Ouais, c'est tu vois, c'est pareil, c'est propre. Hein. Ouais. C'est voilà, c'est assez clair les niveaux à casser. Ouais, complètement. Tu vois, des reprises déjà de. Voilà. Moi, Ouais. pour reprendre une dynamique, Ouais, c'est tu vois, ça. ça serait Ouais, vraiment je suis de ce genre de complètement, niveau. totalement d'accord avec toi. Donc ça va. Il va falloir quand même quelques semaines pour reconstruire ça, mais. Bah c'est clair. Encore une fois, c'est la difficulté d'une période comme celle-ci, c'est de ne pas avoir de billets, de se dire que même si on rentre dans une récession, bah, les marchés pourraient considérer qu'on a déjà bien pricé. Enfin, il y a quand même certaines actions, tu sais, Ouais. sur la tech, notamment aux États-Unis et compagnie, on a eu des mouvements. Bon, Google, c'est pas, Ouais, c'est pas clair. la plus C'est pas violente, la pire, hein, mais ouais. Après, moi je l'assume. Début d'année, Pinterest. on avait fait une vidéo aussi, je crois que c'était janvier, avec Denis. Et moi j'avais un billet assez neutre, tu vois, j'étais pas vraiment baissier, j'étais Ouais. même voire positif. Mais en fait, ce qui s'est passé entre temps, c'est que c'est ça aussi, il faut savoir se remettre en question. Et quand on a quelque chose qui nous dit tu as tort, c'est
bah t'as tort et donc Mm. tu changes ton, tu vois. Ouais. Faut pas être, voilà, 2 plus 2 égale 4, ça fait pas 5. Si moi j'ai un élément demain, j'ai un scénario, j'ai un élément qui vient me prouver le contraire ou qui vient me dire ah, bah ton scénario en fait il est pas bon, faut que tu changes, bah je le fais dans la plus grande humilité quoi. Ouais, ça ne te dérange pas de changer Bah, de bah ton non, fusil d'épaule. bah parce que bah là ce qui s'est passé c'est qu'entre temps les banques centrales ont fait de la merde quoi. Donc bah voilà, ça change tout. Je pensais pas en fait je pensais elles arriveraient à gérer beaucoup mieux cette problématique d'inflation qui allait arriver. Mm. Mais au final pas du tout, il y a un vrai emballement. Donc là concrètement elles-mêmes savent pas vraiment quoi faire. Donc je pense que là je suis j'étais plutôt neutre biais haussier début d'année. Là je suis plutôt baissier pour la fin d'année. Ouais. Parce que les configurations justement sur la tech US, on a quand même eu des belles purges là, depuis le début de l'année. Ah ouais, Enfin, on a des valeurs, il y a le... et un Meta qui revient sur ses précédents plus hauts de mars 2020 quand même, hein, juste avant Ouais, la ouais. hausse du post-Covid. L'indice des small caps US, je sais pas si c'est le Russell 2000 ou si c'est un autre. Ouais, J'ai vu ouais, il y a le tourner, Russell 2000 qui est... j'ai je vu le regarde tourner beaucoup. Ouais. sur Twitter, ça doit pas être le Russell 2000, mais un indice vraiment des small caps US ou des micro caps qui est au Mhm. plus bas historique. Ok. Ah non, c'est pas celui-ci. Ça en parlait, c'est un peu crois tourné qu'il sur doit Twitter cette semaine. Mais alors je sais pas maintenant si c'est vrai ou pas. Regarde, Mais, moi, ce que je regardais là, c'était. Non. Ah, je l'ai plus sous la main, mais normalement j'en En ai tout un cas, justement pour suivre ça. en tout cas, quoi qu'il arrive, je veux dire, c'est partout quoi. C'est partout qu'on a des graphes pas bons. Il y a très peu de choses qui restent encore propres quoi. Et la crypto, toi t'investis en crypto ou pas du tout? Alors, moi je n'investis pas. C'est pas que je n'investis pas en crypto. J'ai tenté un peu des coups spéculatifs pour Ok, le coup. mais quand tu t'es il- ouvert, t'as un Ouais, compte non, j'ai crypto pas. Oui, j'ai un compte crypto, mais je n'investis pas au sens propre du terme en crypto. Ça reste à ce stade, ça reste vraiment très spécu. Ok. Pourquoi? Parce que je pars du principe que quand on investit, faut partir de ce qui a le plus de sens. Pour moi, Ouais. ce qui a le plus de sens, c'est les actions. C'est le jour où j'aurai un portefeuille suffisant en actions, où j'aurai des rendements, voilà, donc à une étape. Aujourd'hui, je suis dans une phase encore assez spéculative. Peut-être que dans 10 ans, j'aurai un portefeuille, je sais pas, je dis une bêtise, 500 000 euros qui va me rapporter 5-6% l'année sans que j'ai rien besoin de faire. Et après tu ferais sur tes dividendes, tu changerais ton Voilà, approche peut-être que complètement. j'aurai un autre portefeuille un peu plus spéculatif, et puis ensuite, j'aurai peut-être un autre portefeuille encore plus spéculatif sur la crypto. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est pas trop mon état d'esprit. Mais déjà, ça serait intéressant si la corrélation entre la crypto et puis Voilà. la tech s'amenuise, parce qu'actuellement, investir dans la crypto, c'est investir dans le Nasdaq avec levier. Donc, C'est ça. Moi, Ouais. justement, j'ai commencé par la crypto, du coup, c'est un peu particulier, et j'ai une affinité par rapport à ce marché. Et ce qui me dérange, c'est que à la base, j'investissais dans la crypto en me disant que c'est différent des actions. Or, là, on a l'indice de la corrélation entre Nasdaq et Bitcoin Ah, qui moi, a jamais c'est- été aussi élevé. Et... Moi, ce que j'ai pas aimé avec la crypto, c'est que pour moi, hein, c'est mon avis avec tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux et tout. Pour moi, c'était pas sain. C'est pas un marché sain dans le sens où il y a trop de gens qui. C'est ont- quoi un marché sain pour toi? C'est un marché régulé? Non, mais c'est un marché où ça a été, la crypto, ça a été trop facile ces 2 dernières années. C'est ça que je veux dire. Ouais. C'est que t'as vraiment des gens. Moi, j'ai des gens dans mon entourage qui captent rien à l'économie. Enfin, je veux dire, les mecs, ils achetaient des photos de singes pixelisées. Tu vois, enfin, il y a un moment. Donc toi, t'es plus dans la vision un peu bulle financière, tulipe de peau. Non, moi, je suis plus dans la vision. T'as Je quand pense même que- l'intérêt En technologique. fait, ouais, pour, je pense que ce qui se passe en ce moment, en fait, les cryptos, ça a été une grosse bulle, on va pas se mentir. Je veux dire, moi, j'ai toujours pensé, je me suis dit, c'est trop bizarre, il se passe des trucs trop bizarres sur le marché crypto. Je veux dire, des gens, j'ai des mecs dans mon entourage, ils captaient rien et qui mettaient 500 balles, le lendemain, ils en avaient 1500. Tu te dis, putain, ils vont se faire avoir un jour ou l'autre, c'est pas possible, tu vois. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, moi, je pense fondamentalement que ce qui se passe sur la crypto en ce moment, c'est ce qui s'est passé sur le Nasdaq en 2000. C'est-à-dire qu'on on a vraiment une purge. C'est-à-dire que là, il y a eu des excès, il y a eu des tas de projets bidons qui se sont montés parce que l'argent valait que dalle. Ouais. Et tu pouvais te financer, tu pouvais monter n'importe quel projet et lever des millions, Les NFT. par exemple. Mais je pense qu'en fait, ce qui se passe, c'est que là, on a une grosse purge et puis bah, dans la crypto, on a les futurs Facebook, Amazon, Apple. Des 10-20 prochaines années. Donc pour toi, t'as la purge post-2000, Voilà. et puis tu vas avoir une majorité du secteur Ouais. qui va pas se relever, et puis tu Ouais. auras les quelques mastodontes qui vont traverser Ouais. ça. C'est Ok, vu c'est avec intéressant. la politique monétaire en ce moment, moi ça me paraît assez évident. Il y a Mm. il y a des boîtes qui ont levé des fonds qui vont pas réussir à en relever, c'est pour Ouais. ça que je disais que c'était pas sain aussi quoi. Ouais, bah de Pour toute le façon, à la fin des taux bas et puis du QE, ça remet un petit peu les. mais c'est pas pour autant que je suis pas les cryptos. Hein, tu Ouais, vois, ouais. si demain t'as un bitcoin à 10 000, peut-être que on verra. Donc tu pourrais
Ouais, t'aurais clairement. intéressé au secteur si on redynamise, si on reprend un petit peu de temps? Après, fonction des news, fonction de ce qui va se passer aussi. Parce que moi, du coup, bah, un peu comme pour les autres actifs, à partir du moment où on est passé sous la M200, moi j'ai décroché mes positions là, entre janvier et février. Depuis, je suis pas rentré en short. Mais Pour là, écouter, c'est- on en parle depuis le début de l'année ensemble. Et moi, je n'ai pas profité justement de la baisse, mais j'ai pas profité non plus des rebonds, et du coup, je ne fais rien du tout. Après, si de base t'es haussier, c'est dur de shorter quoi. Voilà, puis, sur là, les niveaux c'est- actuels, c'est clair en qu'on plus- shorte pas après une c'est baisse clair. de 70%. En plus, c'est chirurgical. Là, tu vois, on casse la MM200 la baisse Ouais. et 2 mois plus tard, on vient tester. Ouais, absolument. on ouais. échoue. Hmm. Là, ça envoie quand même un vrai signal au marché. Attention la crypto. Ouais, bien sûr. Après, là, comme dit Christophe, le Bitcoin ne vit que sa 4e éclatement de bulle depuis 2012. Tu vois, on a quand même eu des mouvements qui étaient. Est-ce que ce mouvement, il serait pas similaire à ce qu'on a vécu précédemment? Ah, je dis. Est-ce que pour toi, il est fondamentalement différent par rapport à l'environnement qui a changé? Ou est-ce que bah, c'est une purge comme le Honnêtement, je Bitcoin, connais on pas connaît vraiment l'histoire du Bitcoin, pourquoi ça a purgé autant Bah, les années précédentes. La différence en fait fondamentale, c'est que 2016 jusqu'à 2022, bah, on avait des taux bas et le quantitative easing, et là Aujourd'hui, ce on les n'est a plus le cas. Et du coup, la question Non, c'est mais- est-ce que l'environnement n'a pas fondamentalement changé? Bah, Est-ce que si. justement le Bitcoin va être Bah tu vois si, je pense que moi c'est évident que c'est pour ça que les actifs risqués, de toute façon la tech ou le Bitcoin sont sous pression quoi. Hmm. Enfin, je veux dire, ça met comment dire, ça amène une part de vérité à ce qui se passe. C'est-à-dire là, il se passe des fois en bourse, il se passe des trucs, on comprend pas pourquoi. Bah là, il se passe un truc et pour une fois, on comprend pourquoi. Donc, Il y a je un pense que sujet, une vision. c'est ça qui est important d'avoir à l'esprit quoi. Ouais. C'est que là, on a vraiment une explication du pourquoi ça baisse. Hmm. Parce qu'il y a Christophe là justement qui compare avec les 3 baisses précédentes, Ah ouais. notamment la purge 2013-2015. Est-ce que toi, Christophe, tu considères justement que l'environnement est comparable avec ce qu'on a connu en 2013-2015? Est-ce qu'il n'y a pas une différence fondamentale? C'est intéressant justement. Bah, après, c'est des questions ouvertes, hein. Moi, je ne regarde que la tendance pour déterminer si je rentre ou pas. Donc, tant que la tendance est baissière, je ne m'y réintéresse pas. Mais Encore une fois, on a tous un cerveau différent, on voit tous des fois la même chose, mais on l'appréhende d'une manière différente. On le conçoit d'une manière différente et donc on agite de manière différente. Alors, il y a Kélargou qui nous dit: je vous conseille de faire un peu d'algo trading en C'est C+, plus ça, on calcule. de profiter du il y a bear un market. bon moyen de Tu profiter. utilises toi d'ailleurs des robots de trading Non, à pas côté? du tout, Pas du pas tout. du tout. Ok. Parce que moi j'avais commencé un peu mon apprentissage en codage, mais j'étais pas allé Notre façon de trader, c'est un peu du trading algorithmique, mais avec le. Enfin, je dirais là, c'est. avec le biais humain. Avec le biais psychologique. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est moins bien que du trading algorithmique alors. Si on arrivait à coder exactement ce qu'on Mais après, à fait. contrario, des fois, tu fais des trucs qu'un algo ne ferait pas, et puis. Moi c'est une question fiscale en fait, c'est beaucoup plus bête que ça, c'est que Bon, mais même moi, je vois c'est pas. plus intéressant pour moi en fait pour le moment de ne pas avoir la majorité de mes fonds Moi, sur un compte. Moi, je me dirais que ça me ferait chier d'avoir mes fonds gérés par un robot, quoi. Enfin, Bah c'est quand même pas mal en complément, je sais, tu Ouais, vois, il y a Mika peut-être, qui en parlait pendant un temps, à partir du moment où il atteint une ou peut-être somme. une partie de son capital, ouais, éventuellement. Hmm. Oui, non, oui, c'est vrai que c'est. Oui, peut-être qu'un jour je l'envisagerai, mais aujourd'hui, là, je suis. Et regarde là, il y a Akika qui a une excellente remarque: il ne faut pas oublier que le nombre de personnes connectées à Internet n'est pas le même que les années précédentes. Et Et ça, donc c'est que une très l'usage bonne de la remarque. crypto serait C'est une serait excellente différent. remarque. Et il a tout à fait raison. Parce Et, que c'est quelque chose que je n'ai pas pris en compte maintenant, mais oui, il a tout à fait raison que dans les années à venir, il y a aussi beaucoup plus de gens qui. d'autant que le secteur a été quand même bien gorgé de liquidités, donc que les projets seront. Non, parce mais- que même si là on est en bear market sur les cryptos pendant l'année à venir, moi je vois pas Mais non. 90% du secteur qui fait faillite. Il y a des mastodontes qui se sont, Ah non, qui pas se sont mis 80%, en pas place. 90%, Non, mais tu vois, par certaines, rapport ouais. aux années 2000, Oui, par rapport au parallèle oui. que tu faisais. Moi je pense qu'il y a le rééquilibrage qui se fait par rapport à la fin de l'argent gratuit et la fin des QE et Bah puis oui, la mais ça, hausse des c'est taux. la bourse, pareil quoi. Ouais, bien entendu, et la tech évidemment, mais après la question, et moi le centre d'intérêt, c'est est-ce qu'on aura la décorrélation que moi j'attends et qui m'intéresse le plus pour revenir et pour redéployer du capital en gros sur la crypto quoi. Ouais, mais c'est ce qu'il faut faire. Moi, c'est pareil, pour l'instant, je suis spectateur. Ouais, bah c'est on n'attrape pas un couteau qui tombe, comme dirait notre ami Nicolas. Et actuellement, le bitcoin est un couteau qui tombe. Ouais, on a Même on une a hache. une hache qui tombe là. C'est vrai que. Ouais. Et toi, tu recommandes justement aux personnes qui te suivent du DCA sur certains des actifs, ou est-ce que c'est une approche qui. Moi, je sais que le DCA, c'est Alors, le même pour les DCA indices. Alors, moi, j'ai commencé à faire de l'investissement en actions, là, tu sais, sur un des comptes titres, enfin en actions, en ETF. Et pour le coup, je ne fais que. Alors, je sais plus où elle est ma watchlist là-dessus. Je ne fais que justement des renforts dans les périodes haussières, et dès qu'on est en période baissière, bah, je ne renforce pas. Alors, DCA sur plus ETF ou sur indice, oui. Mais pas de DCA sur action. Ok. Parce que le risque est trop gros. Ouais, parce Imagine que un sur- mec qui DCA Atos depuis 10 ans. Ouais.
Hormis du Air Liquide à la limite, mais Non bon, mais c'est vrai, c'est tu vois, un mec, je sais l'exception. pas, toi t'adores, t'es fan d'Atos, t'adores ce qu'ils font. En plus, c'est une belle boîte. Je veux dire, ils font des choses. C'est comment dire, c'est des choses ils sont les seuls dans le monde à savoir faire. Ils ont un vrai savoir-faire mondial. Ouais. Et tu peux être amoureux entre guillemets, vraiment avoir une boîte que t'apprécies. Mais imagine, tu DCA Atos, t'as beau apprécier la boîte, au final t'es ruiné quoi. Ouais, Tu vois. non, bien sûr. Mais si tu DCA l'indice spécifique dans lequel Atos est, bah peut-être que t'auras une perf qui est. Bah, l'avantage d'un ETF, c'est que ça te fait déjà une sélection et t'as un panier d'actions avec Ouais. des entrées et des sorties. Du coup, t'as une sélection des pires Moi, dossiers. je recommanderais même autre chose. En fait, le DCA, oui. Mais par exemple, quelqu'un qui met 100 euros en DCA, admettons, hein, 100 euros en DCA par mois, bah moi, je recommanderais même autre chose, c'est de faire 50 euros en DCA et 50 euros sur un portif un peu plus spécu pour essayer, pour faire des choses dans la vie de tous les jours, passer des trades, quitte à ne pas gagner, à ne pas performer, mais en fait, pour se découvrir, pour apprendre des choses sur lui-même. Et je pense que derrière, il pourra améliorer sa stratégie de DCA avec les choses qu'il va apprendre en faisant ça, quoi. Tu vois. Et pour quelqu'un qui débuterait, toi, tu lui conseillerais d'aller sur quelle stratégie, quel type de trading justement? C'est un Non, peu moi, la je pense question que- par rapport au trend, au swing ou à l'intraday. Alors, quelqu'un qui débute, pour moi, dans mon esprit, pour moi, quelqu'un qui débute, c'est pas quelqu'un qui amène 200 000 euros sur les marchés. Donc, c'est quelqu'un qui De toute façon, déjà, Ouais. c'est 200 000, c'est ce qu'un travailleur français va mettre 30 ans à faire. Donc, en moyenne. Mais pour moi, voilà, quelqu'un qui débute dans mon esprit, c'est quelqu'un qui arrive avec peut-être quelques milliers d'euros au maximum. Je pense qu'il faut se faire la main. Je pense qu'il faut accepter de perdre. Il faut apprendre à perdre. Et toi, tu recommanderais à quelqu'un qui veut commencer à investir, donc qui a déjà des investissements en parallèle, parce que moi, je dis, enfin, c'est pas une vérité dingue, mais de faire un fonds d'urgence avant même de commencer à parler de stratégie d'investissement, c'est d'avoir 3, 6 mois, voire un an d'économie de côté avant même de commencer Ouais. à parler d'investissement pour avoir Oui, une sécurité d'esprit. Ouais, je Moi, pense. dès que j'ai des proches justement qui veulent se mettre à l'investissement ou qui veulent commencer à avoir une stratégie un petit peu, bah, c'est la première base. Donc déjà, avant tout, peut-être mettre justement Fondamentalement, ce- je suis d'accord avec toi. Après, je pense que ça dépend du profil. Tu vois, un mec qui a 20 ans, qui démarre dans la vie active, qui habite Ouais, bien encore sûr. chez ses parents, qui peut se permettre de prendre des risques. Tu vois. Ouais, bien sûr. Un mec qui a 40 ans, oui, ouais, il vaut mieux qui a 2 enfants, une femme, il vaut mieux qu'il ait 6 mois de salaire de côté avant de prendre des risques, quoi. Ouais, c'est ajusté. Je pense que par c'est rapport vraiment au une type question de profil, mais moi je pars du principe que si on veut s'intéresser à la bourse, c'est bien de DCA, mais je pense qu'il faut pratiquer, quoi. Parce que là, on est dans une période où j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de. Enfin, tu sais, en 2020, tout le monde parlait de trading, c'était cool, on voyait des graphes en voiture, voilà. Et là, bah, il y a de plus en plus de personnes qui disent, bah, soit c'est trop chronophage, soit mes performances que je vais réaliser par rapport au temps que je vais passer sont moins Ah bah, intéressantes que ce que je ferais par rapport en faisant du passif. Et je pense qu'il y a rarement eu une Ouais, période où il y a autant de traders, entre guillemets, par rapport à la définition qu'on disait au début, qui deviennent des investisseurs. C'est un peu le trading de court terme qui devient l'investissement de long terme. Ouais, ça je pense que c'est pas une bonne façon de faire à mon avis. Que moi je préfère, enfin c'est évident, il vaut mieux se couper un doigt que la main et la main que le bras. Mais Donc c'est éviter d'avoir des grosses voilà, pertes déjà. déjà ça c'est des choses à apprendre. Après pareil, il faut vraiment faire la différence. Quelqu'un qui veut investir, il ne trade pas, donc il voit les choses différemment. Voilà. Moi, je pense que si on cherche à se découvrir, pour connaître son profil, faut pratiquer un petit peu parce que c'est comme ça que tu apprends. Tu vas savoir si tu es court terme, si tu es moyen terme. Si tu vois, il faut faire, il faut un petit peu pratiquer pour apprendre des choses sur toi et te faire la main un petit peu et après savoir concrètement ce que tu veux, quoi. Ouais. Et moi, je dis toujours, faut apprendre à perdre et il faut savoir perdre avant de vouloir apprendre à gagner parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de gagner et perdre. Donc plutôt de le faire avec D'abord des petites perdre sommes et dans après un premier gagner, temps, ouais. et puis après de trouver un peu un style qui correspond. C'est ça. Et tu fais une part, toi, tu le disais tout à l'heure, mais une part Non, d'investissement pas encore. en secondaire, pas encore. On C'est verra. quelque chose qui t'intéresse. C'est quelque chose qui m'intéresse peut-être d'ici quelques mois. Ok. Pour des raisons de budget. Oui, bien sûr. Voilà. Parce que là, il y a PSG qui parle de l'accumulation rationnelle de Trado, qui est en fait un style de DCA, mais sur des zones définies à l'avance, Ouais, en fait, bah, pour c'est savoir ce un peu comment le faire. Bah oui, ouais, ça c'est une excellente stratégie. C'est bien aussi d'un point de C'est un bon compromis entre du DCA à somme fixe tous les mois Ouais, par rapport à du timing précis avec des signaux chronophages. Quoi. Bah c'est clair que en fait quelqu'un qui va faire ce type de DCA plutôt que le DCA un petit peu en mode à la one again, statistiquement parlant, il va avoir plus de chances de gagner, quoi. Ouais, bien sûr. Donc oui, évidemment que faut le faire. Ouais, donc ça c'est une stratégie qui te plaît, du DCA à somme fixe sur un actif, enfin de l'accumulation rationnelle. Moi c'est oui, après sous certaines conditions. Mais je pense que c'est quelque chose qui s'entend. Ouais.
Ok, c'est super intéressant. Ok. Est-ce que toi, PSG, tu pratiques justement un peu à la trado? Est-ce que tu as modifié les règles? Parce que je sais que trado a son approche à lui. Parce que l'accumulation rationnelle, grosso modo, c'est vraiment, bah, comme on disait, un mix entre du timing pour optimiser un petit peu ses entrées en position et puis du DCA pour avoir quand même une optique sur du long terme accumulée à différentes périodes. Ça, je pense que sur du long terme, c'est ce qui se vaut le mieux, je trouve. Ouais, c'est un bon compromis. Ouais, c'est un bon compromis, comme tu dis. Bah, il y a justement, regarde, il y a PSG Moi, je viens de qui découvrir, je viens de ok. découvrir qui en fait, bah, c'est un bon moyen de commencer sur les Ouais, c'est marchés. clair. C'est moins violent que du DCA et ça permet de sélectionner un peu les périodes et puis les zones d'achat et de. Après, c'est sans allègement là pour le coup en accumulation rationnelle. Je crois que tu ne coupes jamais les positions. Ouais, après, comme dit, toujours chacun sa manière de faire. Je pense que, tu vois, moi, si un jour je vais faire peut-être du DCA en mode, je sais pas, admettons, je gagne bien ma vie et tous les mois je peux me permettre de mettre Ouais, une somme secondaire. X sur un portif que je ne regarde que très rarement, en mode d'investissement programmé. Ouais. Peut-être que je ferai les choses différemment de toi, par exemple, tu vois, Bien sûr. avec le même objectif. Voilà, voilà. Ce serait bien un jour on fait un débrief de stratégie un petit Ouais. peu. Carrément, avec Moi j'ai plaisir. un plan avec l'immobilier, en prenant en compte l'immobilier, la crypto, les trucs comme ça. Ouais, moi j'en suis pas encore là, moi. Alors on a... Salut Thierry et Vivi. Akikaki, je suis totalement d'accord pour la pratique. J'ai découvert que je n'aime pas du tout le trading. J'ai trop l'impression de jouer au Voilà. loto et trop chronophage. C'est ça. Ça c'est un excellent point et je pense que... Et bah, c'est bien de l'avoir remarqué déjà. Exactement, tout ça. En fait c'est que nous, dans les approches qu'on va présenter, notamment sur Twitter, vous avez des styles qui sont assez différents. On va avoir de celui qui va jouer des secteurs, certains qui va faire du stock picking sur des actions en fondamentales pures, d'autres qui vont faire des indices, d'autres qui vont faire des ETF avec différents thèmes, d'autres qui seront en trading de court terme, d'autres en trading de moyen long terme. Et le problème, c'est que souvent, il y en a, bon, tu me coupes si c'est une bêtise, mais qui ont tendance à avoir une vision un peu rigoriste avec que leur stratégie qui fonctionne. Et je pense que la nuance, Ouais. c'est de se dire que il y a des approches complètement différentes. L'important, Ouais. c'est de... Enfin, de toute façon, la base comparative, c'est de faire mieux qu'un indice. Ouais. À partir du moment, c'est Stan Weinstein, je crois, qui disait ça, c'est qu'à partir du moment où vous faites moins bien en investissant de votre côté qu'un indice classique, bah ça sert à rien d'essayer de continuer, de perdre du temps, de l'énergie, etc. Au-delà de Je suis d'accord. l'intérêt intellectuel Complètement d'accord. et de l'animation, mais c'est sûr qu'il faut toujours Après, se y a donner pas, une base comparative. comme dit, il n'y a pas une méthode miracle. En fait, Ouais. ça dépend. En fait, vous prenez 20 personnes, vous avez quelqu'un qui a les meilleures perfs du monde, il donne sa méthode à ces 20 personnes-là. Il n'y a pas une sur les 20, il n'y en a pas deux sur les 20 qui vont faire les Ouais, bien choses sûr. de la même Même au manière sein du que, même, que cette. Tu vois, Complètement. et c'est complètement bête de dire, moi, Mm. on peut avoir quelque chose qui marche pour nous. Ça Mm. peut inspirer d'autres personnes. C'est pour ça qu'on partage, c'est pour ça qu'il y a des gens qui Bien partagent. sûr. Mais ce qui différencie tout le monde en fait c'est le cerveau et Ouais. c'est le côté Et psychologique. c'est vrai qu'on est tous différents par rapport à ça. Même nous, tu sais, en trading de tendance, même en France, tu vois, il y en a qui ont des approches complètement différentes, On des va- outils différents. Il n'y a pas une seule manière C'est rigoriste de voir les choses. Je C'est pense ça. que c'est la première chose à faire, en fait, c'est de se dire que il y a des règles et des moyens de faire mieux avec des règles générales applicables pour chacun. Mais le deuxième niveau, c'est de se dire qu'il faut apprendre à nuancer par rapport à ce Ouais. qu'on peut entendre Et- ou faire. Et j'irais même plus loin pour votre état d'esprit et votre bon apprentissage éventuellement pour les gens qui sont là pour l'aspect pédagogique de ce webinaire. Les gens qui sont un peu plus dans le contraire en mode moi j'ai la méthode miracle, il n'y a que mon truc qui marche, les autres qui font c'est pas bien. Ça y est, Je pense- on tape sur les analystes. Non, pas du tout, pas du tout. Je vise absolument personne, mais de manière générale, vraiment, je pense que c'est des gens qu'il faut. Vous, en tant que personne, faites attention quand vous voyez ce genre de discours. C'est pas quelqu'un qui va vous. Il y a beaucoup plus à prendre chez d'autres que chez cette personne-là en l'occurrence, quoi. Ou ces personnes-là. Devenir millionnaire en partant de 1000 euros en 6 mois, c'est pas possible, Bah, vous avez non, pas C'est possible. comme les vidéos qu'on voit sur YouTube. Possible. Mais tu sais que d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une bonne partie justement des formateurs et compagnie qui sont un peu plus passés en mode mindset et motivation là cette année par rapport au marché. Ouais, moi ça me donne envie de. Ouais. Il y a un peu moins de monde qu'en 2020, on va dire. Hein. Ouais, les crypto-influenceurs. Mais bon, c'est pour ça qu'il y avait. Enfin, c'était signe de bulle, quoi, aussi, hein, on va pas se mentir. Mais bon, bref. Après, passons. c'est le marché, il est là aussi pour remettre les pendules à l'heure Exactement. régulièrement. Et puis, tu sais, j'ai Exactement. entendu une phrase récemment que j'aimais bien, c'est le marché a tendance à reprendre ce qu'il a donné, mais avec intérêt. Tu sais, Ouais. c'est de dire que ceux qui Ouais. ont gagné en 2020, bah là, ils... Complètement d'accord. Et justement, dans un marché comme celui-ci qui est baissier et qui est difficile, bah, la première chose, peut-être la règle la plus capitale, c'est d'essayer de préserver son capital qui est son carburant. Et sans son C'est carburant, on n'avance pas très loin. C'est donc, ça. Dans ces périodes-là, quand c'est difficile, il y a Christophe récemment qui avait mis un partage, je sais pas si on pourra le voir ici, qui était assez génial. Je vais vous remettre je vais vous le remettre sous les yeux. Regardez.
c'est dur en ce moment. Regardez le CAC. Très simple. C'est simple quand on est au-dessus de la MM200, de la 50 et de la 20. C'est simple quand on est au-dessus de la MM200 et de la 50. Ouais. Moyennement simple quand on est seulement Sur- au-dessus de la MM200, mais au-dessous de Complètement 50 et 20. d'accord, je l'ai vu passer ce tweet. Dur en dessous de la MM200, assez dur avec la MM50 et 200, et très dur ici en dessous de la MM20, MM50 et MM200 daily. Et je trouve que ça résume très bien, c'est-à-dire qu'il y a des marchés qui sont difficiles, vous avez le choix de vous battre sur toutes les périodes ou de ne pas prendre des risques sur celles qui sont plus difficiles. Et je pense que dès qu'on a les statistiques dans notre dos, en particulier si on n'a pas envie de passer du temps, parce que pareil, l'un des biais qu'on peut avoir quand on commence, c'est qu'on va avoir l'avis de quelqu'un qui fait uniquement du trading d'intraday, qui vit de ça, qui est en compte propre, voire même qui est en fond, qui a une approche particulière, qui n'est pas réplicable pour 99,9% des gens qui ont un travail à côté, qui n'ont pas le temps branché sur les Moi, je fais les toujours marchés. le parallèle, si je peux dire, ajouter un petit truc, je fais toujours le parallèle entre, pour moi, la bourse et sport de haut niveau. C'est-à-dire quand tu es sportif de haut niveau. Et en plus, toi, je sais pas, tu en avais parlé ça un J'en petit ai peu, jamais toi parlé ici, mais oui, j'ai été pendant des années, j'ai fait du badminton à assez haut niveau. Ouais, je m'entraînais 2 fois par jour dans une structure spéciale et tout. Après, fut un temps, si t'es pas dans les 5 premiers en France, quand tu fais ce genre de sport, c'est compliqué d'en vivre. Ouais. Donc on est passé à autre chose aussi, quoi. Mais j'ai pas mal de vécu par rapport à ça depuis mes 12 ans. Et puis là, le parallèle qu'on fait, c'est que moi je fais par rapport à mon expérience personnelle et par rapport à la bourse, c'est qu'en fait tu cherches toujours à t'inspirer. En fait, il ne faut jamais copier quelqu'un, même si on sait qu'il est meilleur. En fait, si tu copies quelqu'un, éventuellement tu arriveras à être un peu moins bon que lui, quoi. Parce que tu es différent. Il faut chercher à s'inspirer, à prendre ce qui est de bon et à rajouter toi, ta petite touche personnelle à toi. Et pour moi, la bourse c'est pareil. Je me suis énormément inspiré de toi, de Trend France, moi de Mika Landreau, de Renan, de plein de noms comme ça. Et il y a un autre élément qui explique aussi pourquoi les hommes en général fonctionnent un petit peu moins bien, c'est qu'on a toujours l'envie de découvrir quelque chose, d'innover, d'avoir notre façon de faire qui va changer fondamentalement de tout ce qui se fait avant, cet esprit un peu pionnier. Ouais. Or, le meilleur moyen, c'est quand même de se baser sur ceux qui ont de l'expérience, qui ont déjà accompli, qui ont des track records, qui ont performé sur les marchés. Après, il y a des périodes aussi, la bourse des années 70 avec les livres boursiers de l'époque ne sont pas les mêmes que maintenant. C'est vrai. Mais malgré Les tout, en infos fait, sont il pas les faut, mêmes aussi, hein. je pense que ça c'est très important, c'est n'essayez pas de changer complètement le système. Ouais. Comme l'a dit Xavier, inspirez-vous, copiez déjà ce qui fonctionne avant de définir un petit peu ce qui va différer un petit peu. Enfin, moi, j'ai rien inventé dans les marchés. J'ai appris par rapport à Stan Weinstein, par rapport à Minervini, par rapport à des trend followers qui avaient des règles. Ouais. Ensuite, j'ai découvert Christophe Trend France qui, lui, avait été lui-même inspiré par ces règles-là et puis a apporté sa touche. C'est ça. Et en fait, c'est toujours pareil. Si on apprend des codes, des systèmes et compagnie, même Christophe de Swing Bourse qui m'a appris énormément de stratégie, notamment avec Weinstein, et après, on réadapte. Et on ajuste à sa stratégie, mais au final, t'as ta voilà, méthode c'est ça. à toi. Mais ça se fait en différentes C'est ça. étapes. Oui, Il faut oui, pas bien sûr, essayer ça de. se fait pas en 6 mois, quoi. Voilà, complètement, tout à fait. Il y a Kika qui dit j'ai l'impression qu'il n'a jamais eu autant d'informations sur la bourse que maintenant avec YouTube, Twitter, site internet. Et est-ce que c'est un bon point ou un mauvais point? Je pense qu'il y a les deux. Il y a le côté. Ouais. Il y a beaucoup plus de contenu, d'expérience et le savoir se partage beaucoup plus vite qu'avant où le site spécial, enfin le truc ultra de niche spécialisé. Maintenant, on a quand même accès à un contenu énorme. Mais le côté négatif, c'est que du coup, on peut être influencé par des gens un peu recommandables. Ouais, c'est ça. Ou des gens tout simplement qui ne gagnent pas sur les marchés, qui ont leur approche à eux et qui se contentent en fait de faire après du lifestyle et tout, bien plus que du... Moi, cette année, je gagne pas. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas des gens qui s'inspirent, je pense, de moi. Enfin, en tout cas, il y en a qui m'ont dit personnellement. Et ça fait toujours, c'est toujours gratifiant. Bah, évidemment. Et puis c'est pas pour autant, tu vois, je fais mes vidéos, tout le monde est content. Après, c'est la passion, je pense, qui t'amène aussi. Comment dire, si tu gagnes, c'est bien. Si t'as en plus la passion, c'est encore mieux, quoi. Ouais, et puis après, c'est une période spécifique en particulier. C'est ça, c'est spécifique et c'est difficile. Il y a Banksterscope qui dit aussi pour les précieux de belles configs à Hong Kong, je suppose le bear market a commencé bien avant parce que les marchés asiatiques qui se pétaient la gueule quand même avant. Ils ont un peu eu des problèmes. Je sais plus si je les ai. C'était pas Evoque, c'était les Evergrande. Ouais, il y avait toutes les tensions par rapport au gouvernement chinois qui avait un petit peu abandonné le secteur, qui avait d'abord, légiféré sur le secteur de l'éducation, après d'autres secteurs, en fait, ils lâchaient un petit peu il y avait moins de soutien à leur économie, et puis c'est vrai que là, j'avais un ETF sur la Chine. Moi, je suis assez positif sur la Chine. Et puis,
c'est mieux quoi là. Enfin, Ouais, là on a des graphes, tu vois, au c'est niveau mieux, des hein. indices, on avait une purge, bah là pour le coup, qui était depuis février 2021, tu vois, on avait Ouais, le plus haut en février 2021. Et là, on a quand même des situations intéressantes, qui ont été en tendance baissière affirmée. Là, tu vois, on est en train de reprendre les On a MM200. repris MM200, on a cassé l'oblique, on a pas mal de choses. C'est pas mal, hein. J'avais pareil là, donc là c'est sur un indice coréen, c'est un ETF coréen. J'investis pas encore moi sur les marchés asiatiques. Je voulais mettre dans ma stratégie d'ETF justement des indices asiatiques, mais j'ai pas trop commencé à le faire. On a le Japon aussi pareil, bon le Japon qui est Voilà. un peu similaire aux indices américains quand Ce même. qui me fait vraiment flipper avec le Japon, et c'est pour ça que je mettrai jamais un rond sur le Japon, c'est comment on appelle ça, Vieillissement de la population. ouais, le vieillissement de la population, et il y a de moins en moins, enfin voilà, ils perdent. Et la dette aussi, ils ont une dette. Voilà, monstrueuse. je perds les mots là, mais oui, ils ont une croissance démographique négative, et c'est pas. Moi, ça me paraît assez inquiétant quand t'es une super. Enfin, à ce niveau-là, quand t'es une super puissance, enfin, le Japon, si je dis pas de bêtises, c'est la deuxième économie mondiale, ou maintenant peut-être la troisième. Bah, je crois que là, enfin, Oui, maintenant, c'est les- officieusement, oui. officieusement, c'est quand même Oui, la oui. Chine premier, Oui, mais les c'est la États-Unis Chine, qui les sont encore États-Unis, le officiellement. Japon, Quoi. oui, Ouais, ouais. Parce qu'on a par exemple Alibaba qu'on a pas mal surveillé l'année dernière, tu vois, qui ne fait pas de plus bas. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle elle est en train de. Elle est en train de construire. Voilà, c'est encore au stade. En fait, alors, l'un des autres problèmes aussi à tous, tu sais, tout le monde regarde des obliques baissières en se disant, bah dès qu'on repasse l'oblique baissière, ça repart en dynamique haussière. Non. Il faut pas oublier qu'après la crise de 2000, c'est qu'il y a des actions qui ont stagné pendant 5, oui, 6, oui, 7, oui, 8 oui, ans. oui. Et le risque, c'est en investissant, en se disant, bah on passe de baissier, on essaye d'avoir le point exprès, bah, c'est que ça peut stagner dans les années à venir. D'où l'intérêt de regarder. Alors moi, ça c'est pareil, une phrase que j'ai reprise, c'est qu'il n'y a pas de bonnes valeurs, il n'y a que des valeurs qui montent ou qui baissent. Et du coup, pour moi, même des valeurs que j'aime beaucoup, enfin tu vois, j'adorais du Esker, du Sartorius et compagnie. Esker, pour le moment, je suis encore très loin de chercher des achats, tu vois. On a juste eu un premier rebond, tu vois, un petit signal qui se fait, mais... Je suis pas d'accord avec toi, hein. Moi c'est Ouais. pareil, hein, c'est pas une valeur que... Regarde, c'est comme pour le S&P, on a eu plusieurs rebonds au sein de la tendance baissière, tu vois. Bear Market Rally 1, Bear Market Rally 2, Bear Market Rally 3, Bear Market Rally 4, tu vois. Ouais, On peut essayer de final, toujours se dire que c'est des rebonds et compagnie, mais jusqu'à ce stade, tant qu'on n'a pas une reprise, un dépassement de plus haut, ce qui est vraiment moi ce que je surveille, bah pour le moment c'est que des Bear Market Rally, quoi. On a des signaux de tenue de quelques jours, mais on n'arrive pas à casser des plus hauts, et puis c'est les ours qui ont encore... totalement d'accord qui ont avec encore toi. la main, hein, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention un petit peu à ces rebonds. Et tu vois, on a plusieurs, du Esker, du Sartorius, qui étaient des actions, tu sais, tout le monde disait, bah ouais, Esker, c'était survalorisé, sauf que là, elle était survalorisée, là, elle l'était, et là, elle est toujours survalorisée par rapport au PER, mais nous, en suivant, on s'en fout, c'est qu'elle était en tendance haussière, qu'on cassait des plus hauts, désormais, c'est plus le cas, on casse des plus bas, et pour le moment, bah moi, je m'intéresse pas à Esker, y compris si elle est passée de 112 à 128, tu vois, dans ma logique. Complètement, je partage vraiment je partage complètement. Et tu vois, DIM, bon, là c'est le secteur de la santé, donc DIM est un petit peu particulier, la config est un peu moins dégradée, on va dire, mais on a l'oblique baissière, on a des plus hauts à dépasser pour construire quelque chose, hein. On n'est pas encore en train de se dire que... Ouvrir un nouveau potentiel Voilà, c'est ça, parce que théorique haussier. ça, tu vois, on pourrait reconstruire une tendance haussière et compagnie, mais on pourrait aussi très bien faire Ça, exactement. un scénario de range, et dans ces cas-là, pour du suivi de tendance, ça m'intéresse pas, d'où l'intérêt de regarder des plus hauts à 52 semaines, quoi. Complètement d'accord. Ah, on a raté quelques trucs, il y a... Ouais, Il y a des trucs à faire au Japon, monnaie au fond du trou, les capitaux en ouais, je sais profitent, pas, ça bah, c'est justement, intéressant. moi, c'est- Japon par rapport à l'USD, alors je sais pas si je l'ai encore sur la version, mais... Bah justement, non, mais ça va un peu en contradiction avec. Mais c'est bien aussi hein, d'avoir de la contradiction avec des auditeurs. C'est de regarder ce que je les disais. secteurs qui ont le plus subi, et puis en espérant qu'ils rebondissent Ouais, plus non, vite parce que... parce qu'il y a des trucs à faire au Japon, et puis Mm. moi je disais, Japon, Ah oui, je par mettrais rapport pas au un rond, tu vieillissement, vois. ouais. Mais ouais, après chacun son approche, lui il voit Mm. quelque chose, moi je vois autre chose. Et puis non, mais c'est bien, oui, c'est vrai que. C'est des très bons arguments aussi. Il a pas tort sur PSG le- qui il a parle pas de tort la sur la dette, monnaie. la dette japonaise, comme on dit. Banque sur Scope, les Pour la dette. défensives. Alors Orange, moi je suis encore dessus, je suis toujours dessus sur Orange. Ouais, purée, c'est moi, le l'une jour où des- j'achète du orange. T'imagines, l'une de mes meilleures performances cette année, c'est Orange. Ouais, mais moi, Imagine un peu comme c'est triste que l'année 2022 est catastrophique. J'aurais quoi. honte de moi d'acheter du orange un jour. Ah, je suis pas très fier, hein, mais bon, dans ces moments-là, tu sais, on prend ce qu'on a. Hein. C'est ça. Christophe, on a souvent la même approche, donc on est souvent d'accord sur le marché, et politiquement aussi, mais on va pas trop en parler de ça. Pour le Japon, beaucoup de small exportatrices valorisées sous le cash. C'est vrai qu'il y a des ratios qui sont intéressants. Je fais tourner des fois aussi des screeners Fonda et compagnie. Il y a aussi Singapour, il y a vraiment souvent des Singapour, je préfère. belles boîtes qui sortent.
Singapour, C'est en plus, la monnaie profite bien. Le dollar singapourien qui est un de ses plus hauts, je crois. Singapour, ils ont une politique aussi internationale qui est intéressante dans le sens où en gros si on compare c'est la Suisse quoi. Ouais. La Suisse de l'Asie. C'est-à-dire que c'est un pays neutre qui profite un petit peu du marché asiatique. Bonne industrie. Voilà, ils n'ont pas un grand territoire, ils sont vraiment ils s'éparpillent pas partout, ils sont à la pointe sur quelques secteurs et puis c'est géré par des gens compétents. Ça file droit à Singapour. C'est ça. Bon, Christopher qui dit le yen bas, bon pour l'export, très très bon point. Et Christophe qui dit regarde Orange en mensuel. Ouais. On va mettre Tu Orange. verras que ça ne bouge pas, c'est orange. Ouais. Même plus, ouais. Ouf, ouais, tout à fait. Bah moi je suis rentré parce qu'elle pétait ses plus à 52 semaines, tu vois, en daily. Ouais, mais c'est après, uniquement mon cadrage. ça se trouve, il va se passer un truc, hein, qui sait. Hein. Là, Je sais oui, pas. hein, Bah, il y a eu, tu sais, il y avait eu la nouvelle dirigeante là, comment elle s'appelle, Christelle Puis machin, en qui plus, Orange, c'est restructure un un peu. secteur, les télécoms, ça résiste assez bien en période de donc, récession. ça m'étonnerait pas que ce soit Sur un télécom, secteur. c'est le défensif quoi. Il y a Oui, santé, il y a la santé, télécom. il y a la grande distrie. Ouais, quoi. grande distrie, enfin tous les secteurs un peu essentiels. C'est ça. Carrefour aussi. Carrefour, j'étais dessus et je suis sorti, mais qui tenait bien quand même sur le début d'année. Ouais. Bon, j'avais tracé ça, mais... Si on est vraiment purement fondamental, on a quand même des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus haut. Quoi. Oui, Malgré ouais. la dégueulassité du graphe. Mais ouais, c'est des... Alors, mensuel, c'est encore un peu dégradé, mais on a une construction qui est intéressante quand même. Ouais, depuis, sur ce graphe-là. Après, c'est mou, un Carrefour, tu vois, c'est quand même... Ouais, moi, j'aime pas. Tu prends la MM et tu prends 30% et tout, c'est des mouvements qui sont erratiques, enfin, tu vois, ces mouvements comme ça... prend 6 mois, quoi. Ouais. Moi, j'ai pas fait la perf de l'année dessus, mais j'étais Ok. dessus, je suis sorti, tu vois, par là, pour prendre mes profits. Ok. Voilà, alors... Où est-ce qu'on en est par rapport à la situation des marchés? On en a parlé un petit peu. On a un peu creusé. Bon, c'est un format qui est un peu différent. Ouais, c'est un en peu fait, on a des un peu dialogues désaccordés. Mais... On a un peu parlé de tout, mais sans vraiment suivre le. On a un peu traité tous les points, mais sans. C'est ça qui est bien. Moi, je suis tellement. Ouais, Normalement, j'aime bien aussi. J'aime de moins ça. en moins faire des émissions tout seul parce que moi, je suis très. Enfin, j'ai une organisation, je suis très carré, un peu discipliné. Et du coup, j'ai mon plan. Je sors pas du plan, j'applique comme ça, etc. Ouais, et puis ça, c'est une approche un peu plus ouverte. Mais c'est très bien. En fait, c'est naturel. Donc, absolument. je trouve que. En fait, ces discussions qu'on a là, en fait, actuellement, on les a, nous, au travail, on les a en perso à côté. Et c'est pour ça que c'est génial. Ouais, tout à fait. Donc, j'espère que ce format vous plaît. C'est un peu différent de ce que je faisais avec WeBourse, mais moi, c'est vraiment un type de format que j'aime beaucoup. On peut faire encore quelle approche pour cet été et puis finir avec les thèmes. Alors, ça, je te laisserai parce que je pense que c'est toi qui. Ouais, carrément. Cette approche pour cet été. Adrien, ton approche pour cet été, vacances, non? Moi je suis déjà parti en vacances là pendant 2 semaines, j'avais fait une coupure complète où j'avais laissé, alors tu vois j'ai fait vraiment une coupure, j'ai fait 2 semaines en Italie du Nord là, 2 semaines pas regarder un seul graphe, j'ai mis mes stops, j'ai laissé traîner, je n'ai rien regardé, il y a que je crois les derniers jours j'avais regardé pour l'évolution un peu du Bitcoin et puis les indices, mais ça fait vraiment du bien des fois de faire une coupure des graphiques, parce qu'on a tronche dessus tous les jours, et d'autant qu'il y a un autre aspect aussi que je prenais pas en compte, c'est qu'on se fait abreuver de négatifs depuis le début de l'année, entre tu sais le début du déclenchement de la guerre, avec tu vois la récession, les gens qui ont de moins en moins d'épargne, la situation qui est quand même au niveau macro qui est quand même un peu tendue avec notamment les dettes européennes, enfin une crise de la dette possible dans les mois à venir. Bref, il y a quand même un mood qui est vraiment particulièrement difficile depuis le début de l'année, et du coup d'être abreuvé de ces mauvaises nouvelles et d'essayer d'avoir un avis objectif derrière, c'est quand même pas hyper facile. Et même moi, je t'avoue humblement qu'il y a des moments, j'avais un biais négatif, j'avais un biais par rapport à la situation, par rapport à le déclenchement de la guerre en Ukraine, tu sais, c'est un exemple parfait. Je parlais avec un gérant de fonds là, à Lausanne avec qui je discute beaucoup. J'ai dit, tu vois, j'ai atteint mes limites quand il y a eu le déclenchement de la guerre en Ukraine. Ma première idée, c'était pas comment est-ce que je peux gagner de l'argent sur les marchés. Tu vois, c'était vraiment de me dire, il y a une situation qui est complètement dingue, ça me dépasse. Ça m'inquiète énormément, et puis j'imaginais aussi toutes les conséquences que ça allait avoir sur les populations et compagnie. Et du coup, tu vois, c'est un peu les limites du trader qui normalement doit profiter un peu de toutes ces opportunités pour chercher un moyen de profiter de la période, même si je vois quand même l'impact positif que peut avoir le trading en termes de partage de liquidité pour le marché et compagnie. Je vois complètement ce que tu veux dire. Mais je t'avoue que j'ai eu des limites morales à ce moment-là, et mon premier réflexe c'était pas de me dire qu'est-ce que je fais pour gagner de l'argent sur le marché, c'était plutôt de me dire essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà, on prend un peu du recul par rapport à ce qui se fait, c'est une situation qui est dramatique juste à côté de chez nous, et moi je touche un petit peu mes limites, j'avoue, sur ce marché-là, et c'est aussi ça qui
qui est intéressant et qui est formateur. Quoi. Bah pour la petite anecdote, le jour de l'invasion en Ukraine, c'est le jour où tu es venu me parler sur Twitter, qui était que tu es revenu me parler sur Twitter et qui a déclenché la conversation qui fait qu'aujourd'hui je travaille c'est ça, exactement, tout à fait. chez Panthéon Recherche. Donc, des mauvaises nouvelles ont accouché quand même. Un mal pour un bien personnel, on va dire, mais oui, voilà. Exactement. Bien que, évidemment, personne ne souhaite que. Je pense que pas grand monde souhaite cette situation là, ce qui se passe en ce moment, et qu'on aimerait bien tous que tout aille bien dans le monde. Malheureusement, le monde, c'est pas une utopie. Et voilà, il y a des choses qui nous dépassent des fois. Et, il faut accepter parfois que la macro et que les situations peuvent. Tu sais, ce qu'on dit, c'est qu'il s'est pas passé grand chose en Occident pendant 10-20 ans, et là, le rythme de l'histoire accélère. C'est comme une tendance. Là, on a cassé un plus haut. C'est ce que je me tue à répéter quand je discute un peu avec des gens de ma famille qui sont à des années-lumière de ce qui se passe. Ils sont pas forcément. Et moi, ça me sidère en fait de voir à quel point. Là, on a vraiment l'exemple du point. Petit aparté du monde de bisounours dans lequel beaucoup, je pense, vivaient, en tout cas en Europe, qui sont en train un peu de se réveiller là par rapport à ce qui se passe. Et d'un autre côté, je me dis, d'un côté c'est pas bien parce que personne souhaite la guerre, mais d'un autre côté je pense que ça fait prendre conscience à plein de gens que la vie c'est la vie, voilà, c'est pas une utopie, on vit dans un monde. Ouais, et que l'histoire, et que l'histoire, exactement, l'histoire c'est l'histoire. 2000 ans d'histoire européenne, c'est 2000 ans de guerre, quoi. Donc, et je trouve que là, ce qui se passe, c'est pas limite pas trop mal parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui se réveillent un peu, quoi. Ouais, pas trop mal, j'irais peut-être pas jusqu'à, mais en tout cas, mais tu comprends mon point de vue. Bien sûr. Pas trop mal d'un point de vue empathique pour ces gens-là, quoi. Je me dis, forcément, ils s'intéressent un peu plus à ce qui se passe et puis ils se rendent compte que, le monde, c'est pas ce qu'on leur a vendu depuis des années. Non, mais une reprise de réalité un peu. Voilà, c'est ça. Bien évidemment que je souhaite pas, que je dis pas que je ne justifie pas la guerre en Ukraine, quoi. Bien sûr, voilà. Je pense que les gens ils comprendront, quoi. Ouais. Alors après on a salut Arrêt, est-ce que vous avez regardé le TF Healthcare Europe? Alors je sais pas si j'ai le code ISIN, je vais regarder ça un instant. Tac, c'est le Amundi, j'imagine. Je vais mettre l'ISIN, on va le regarder ensemble. Tac. Ok, hop, c'est propre. C'est celui-ci. Bah tiens, on va faire un exercice en direct. Qu'est-ce que tu vois sur un graphique comme celui-ci? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Quand même. Ouais, plutôt, ouais. Parce que déjà, premièrement, je remarque que c'est quelque chose qui... Mais ça, c'est l'œil de quelqu'un qui regarde les marchés financiers tous les jours, hein, évidemment. Hein. Première chose qu'on remarque, c'est que déjà, par rapport à ce qui se fait en ce moment, la globalité des marchés, on est sur quelque chose qui tient plutôt bien. La preuve, on a récemment fait un plus haut, puis on tient les plus bas là sur 320. Et en plus, on est au-dessus de même 200. Voilà. Day. Très bien ça. Donc potentiellement belle configuration et tu pourrais chercher les achats. Si on voudrait même encore revenir plus loin, c'est que... Tu regardes juste la composition là, de l'actif pendant que tu... je pense qu'il doit y avoir toutes les grosses boîtes... je pense que j'ai un peu fait le tour. Enfin, je veux dire, moi en tout cas, ça me paraît assez évident qu'on est quand même sur un actif intéressant là par rapport à d'autres, quoi. Ouais, alors c'est un ETF synthétique, par contre, ça faut faire attention, il est pas en physique. Ouais, donc ça faut faire gaffe. Ouais, mais c'est pays de commercialisation suisse. Ouais. Je pense que c'est peut-être pas accessible partout. Ouais, ça, j'arrive pas à voir la composition là, on pourra regarder un peu plus tard. T'inquiète. Mais oui, en termes de configuration, d'autant que le secteur de la santé, comme on disait tout à l'heure, il tient bien dans la période actuelle, il surperforme, c'est défensif et en cas de récession ça pourrait être pas mal. Parce que, oui, hein, et c'est vrai qu'en chartisme pur on peut voir une espèce de construction. Les gens entre se soigner et acheter des voitures, quand ils n'ont plus le choix, ils se soignent, quoi. Ouais. Ouais, tout à fait. On va avoir une reprise un petit peu justement sur tout le secteur, ce secteur-là, télécom, santé. Si tu mets Sanofi plus haut historique. Sanofi, qui est l'une des meilleures tendances du moment. Je l'ai raté moi sur mon portefeuille, j'étais un peu... C'est très lent, mais pareil. C'est lent, mais parce que c'est pas Sanofi, quoi. Tu mets en mensuel, plus haut historique. Il y en a pas des masses des actions comme ça. Ça, c'est vraiment les belles actions de fonds de portefeuille, du Air Liquide, du Sanofi. C'est ça. Ouais. Et en période d'inflation, c'est vrai que c'est pas mal du tout, comme il dit Arrêt. Ok. Voilà, on a un petit peu fait le tour. Cet été, on s'est mis
On s'est mis d'accord, hein, toi t'as expliqué ton Ouais, approche. on moi, attend, pareil. on attend la saison des résultats qui On attend devrait la être quand saison des même assez, résultats. assez intense avec les profit warnings. Et puis L'été c'est souvent un peu. Bon, juillet c'est un bon mois, disons historiquement parlant, statistiquement parlant, en théorie. On verra maintenant cette année, parce que cette année est une année un peu exceptionnelle. Mais moi je pense que cet été ça va être comme d'hab, ça risque d'être un peu les vacances, dans le sens où pas trop de volume, pas trop de volatilité. Sur la globalité générale quoi. Mais sinon ouais ça va être intéressant la rentrée. Je pense que ce qui va être intéressant c'est de voir un peu l'évolution du en même temps marché financier plus l'aspect social, ce qui se passe dans notre pays, tu vois. ouais, notamment à septembre avec la rentrée Des sociaux, classes. etc. Ouais. Moi j'ai un peu, enfin pas peur, mais je me dis que c'est quelque chose que j'accepte déjà maintenant, que j'anticipe. C'est-à-dire si ça se passe, ça me choquera pas quoi. C'est-à-dire je serai pas choqué par ce qui se passe et je comprends d'où ça vient. Donc j'ai déjà cette, on a déjà, toi aussi tu penses pareil je pense. Donc on a déjà cette avance sur cette avance tout simplement. Ouais, j'ai plutôt ce biais aussi un peu, Voilà. un peu pessimiste là sur la fin d'année, mais bon, on verra. Espérons ce que qu'on ça se donne. trompe. Ouais, espérons qu'on se trompe, c'est un bon moyen Ok. de conclure. Super, alors pour... Les thèmes. Ouais, bah moi je l'avais déjà noté, je crois que lors de la dernière émission, et puis, Voilà. j'ai eu un début d'année moi qui était un petit peu compliqué, tu sais, en perso, j'ai eu pas mal de mauvaises nouvelles et c'est compagnie. vrai, c'est vrai. Et après j'étais moins présent aussi sur les marchés, enfin sur Twitter en particulier, parce que étant donné qu'après, On a quand du tu taf, travailles dans le secteur, bah t'es moins tenté en fait de le faire en perso à côté. Puis on a du boulot. Faut Ouais, pas mais du coup j'aime bien quand même, tu vois, ce moyen de discuter, d'échanger comme ça en le direct. faire de temps en temps, c'est Ouais, bon. ouais, absolument, c'est un bon moyen différent un petit peu de l'écrit et puis de la limite des tweets. Du coup, voilà, c'est un petit peu des thèmes là dont je parlais les Ouais, mois derniers qui c'est- pourraient être intéressants. S'il y a un des thèmes d'ailleurs qui pourrait être intéressant, on pourrait le traiter ensemble aussi. Les Ces meilleurs différentes indicateurs approches. et setup, ça peut être pas mal parce que je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. En plus, comme Ouais, là, ça serait vraiment du concret, on Ouais, fait et des puis on cryptages pourrait- de trades, des entrées. toi, t'en as certains, moi j'en ai d'autres, d'autres en ont d'autres. Oui, c'est un point, c'est que souvent on regarde le même graphique et on n'a pas du tout la C'est même ça. conclusion derrière, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est l'échange Investir justement. sur les tendances des matières premières, voilà, ça c'est intéressant mais technique. Ouais, toi tu fais pas trop encore les matières premières. Non, moi on verra, comme dit, une fois que le capital Ouais. se développera avec le temps. Parce que tu sais, au final, ça réagit bien. Et moi, je fais que en trend, je fais pas du tout en macro, en anticipation, etc. Mais t'as des mouvements qui sont Ouais. extrêmement propres sur la matière Et première. autre question intéressante, alors je pense, bon parce que encore une fois les passionnés ça va nous parler, mais peut-être que les un peu moins passionnés ou juste les curieux peut-être moins, mais fiscalité, questions juridiques avec des amis avocats, ça peut être un truc, moi je suivrai ça avec attention si tu le fais quoi. Carrément, bah moi, c'était l'une de mes disciplines Parce que de ça, phare. c'est- Donc, Il n'y a pas de secret quand tu commences à gagner un peu d'argent, c'est bien de s'y connaître un peu en fiscalité et absolument. et En tout tout ce cas, qui est l'aspect notamment dans juridique. tout ce qui est achat immobilier, la fiscalité, c'est vraiment la première question et qui est souvent sous-estimée C'est ça. par l'investisseur. Ok. Voilà, donc après, on pourra voir selon Ouais. les thèmes qui pourraient t'intéresser. Voilà, donc dans le chat ce soir, je sais pas s'il y a des idées qui vous intéressent, n'hésitez pas après à mettre un commentaire, que ce soit sur Twitter ou nous envoyer un message. Faites ça plus Vous souvent mettre avec sous la une vidéo. bière, peu de prépa. Je pense C'est que une excellente idée, la prochaine fois on peut prévoir les bières et tout ça. exactement. Je pense qu'il sous-entendait de faire ça en mode un peu à la en one mode again. chill, bien sûr, carrément. Il y a Bankscope qui propose pour les débutants faire un live d'analyse sectorielle, ça peut être un bon moyen. On prend un Intéressant, secteur en question, on regarde les configs et compagnie. Sachant que moi, les rotations sectorielles, je les subis, je les anticipe jamais. À chaque fois qu'il y en a eu une sur les marchés, je l'ai prise dans les dents. Ouais, puis là c'est. Quand il y avait eu, tu sais, c'était en novembre, tu sais, qu'il y avait eu le vaccin qui était arrivé, Ouais. bam, tout le secteur de la santé s'est fait défoncer. Je m'étais pris une bonne grosse gaufre. Mais parce que quand t'es sur la santé, tu comprends pas ça. Par contre, quand Ouais. t'es pas sur la santé, et que tu te dis, Tain, ça me fait chier, mes actions elles montent pas. Ouais. Le jour où ça arrive, t'es content quoi. Ouais, absolument. Surtout que c'est souvent des mouvements qui sont assez rapides. Il faut ajuster C'est son ça, portefeuille et ça tout. va vite. C'est pareil, tu vois, la guerre en Ukraine, du jour au lendemain, faut savoir changer Ouais, faut de. que t'aies ta watchlist avec l'armement. Et bah, tu vois, typiquement, quelqu'un qui sait changer son fusil d'épaule, et là, c'est vraiment le cas de le dire, c'est que le début de la guerre, il sait déjà un petit peu quels sont les secteurs qui vont en profiter. Mais tu vois, faut déjà avoir le réflexe de se dire, bah, je vais jouer ce secteur-là. Et moi, tu vois, je suis pas encore. Voilà, j'atteins mes limites comme Je on comprends. disait tout à l'heure, quoi. Ok, ok. Voilà, et ben on va pouvoir conclure. Il y a Ray qui dit hormis via investing, comment bien comparer les secteurs entre eux. Toi, comment tu fais par rapport à ça en comparaison en termes de capitalisation, Moi, de c'est mouvement de plus, secteur? c'est plus comme tu sais, comme je regarde ça tous les jours, tu le vois quoi. Les boîtes, tu sais sur quoi elles sont, tu sais ce qu'elles font, voilà, tu Donc vois. t'as des idées d'entreprise selon les secteurs et tu vas ajuster Ouais, c'est selon ça, après c'est les infos ça. que tu as. Ok. Oui, ouais. Après, C'est par contre, subtil. je pense hormis via investing, comment bien comparer les secteurs entre eux. Je pense qu'il peut regarder aussi sur Zone Bourse.
Ouais. Qui ont tout un. Moi, je regarde les ETF. Je compare les ETF Ouais, les avec leur ETF. configuration, les mouvements, et dès Ouais. qu'un ETF reprend une dynamique, comme on Moi, a fait ce tout que à je- l'heure avec la santé, qui était un bon exemple. Ce que je veux dire, c'est que je crois qu'il peut sélectionner ou avoir une sélection de valeurs en fonction du secteur. En fait, il peut les trier quoi, en fonction du secteur. Il peut les filtrer en fonction du secteur, donc ça peut être intéressant ça. Ouais, moi, je fais sur TradingView ça, mais je crois que t'as un moyen. T'as investing, TradingView, tu peux tout faire. Enfin, normalement, toutes les plateformes à peu près développées et dignes de ce nom proposent ce genre de service quoi. Ouais, complètement. Bon, on pourra faire, Ouais. ça pourrait être une idée, un truc intéressant. Surtout que toi, t'aimes bien le secteur de l'énergie notamment, donc ça pourrait Ouais, être, moi j'aime bien parce ouais, que cool. c'est. Moi, j'ai pas vraiment de secteur de prédilection. Si, les semi-conducteurs, j'adore les semi-conducteurs, mais c'est vraiment purement graphique par rapport au secteur. Bon, bah super, j'espère que cette petite émission vous aura plu. Et comme dit Christophe, la spéculation, c'est l'art d'anticiper. Et dans une période comme celle-ci, c'est un art qui est particulièrement difficile. Hein. C'est en fait spéculer, c'est un synonyme d'anticiper. Hein. Absolument. Bon, merci à tous en tout cas pour Ouais. nous avoir suivis ce soir. C'était un plaisir de t'accompagner, Xavier. J'espère qu'on aura merci, l'occasion de le refaire. Et n'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne WeBourse. Vous avez les replays des émissions précédentes et celle-ci évidemment qui sera pour ceux qui n'ont pas pu la voir en direct. Et j'aimerais juste faire un petit message justement. Je vais le mettre ici pour la famille. Attends, tac. Ouais, je vais peut-être pas le partager directement, mais un message justement pour la famille de Jean-Louis Sapali qui nous a quittés là cette semaine. Il y a eu un tweet de sa sœur justement qui a annoncé son décès. Et donc je voulais simplement dédier cette émission à sa famille et puis à sa mémoire. C'était vraiment une personne de très grande qualité avec qui j'ai beaucoup échangé, qui m'a appris beaucoup de choses pour les marchés. Quelqu'un que je suivais aussi, ouais. Et voilà, on va beaucoup le regretter justement dans notre communauté. Donc voilà, un petit mot pour terminer. Nos prières et nos pensées à sa famille. Et voilà. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Salut Arré, à bientôt à Barcelone. Et très volontiers, on se voit en novembre. Avec une bière. Avec une bière, j'espère bien. Merci à tous, c'était un plaisir de vous avoir accompagné ce soir. Je vous dis à très bientôt. On reprend un rythme un peu plus régulier. On va faire peut-être une émission mensuelle, on va voir, d'accord ? Merci à tous. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Merci, à très bientôt. Au revoir.